Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle plénière du Club Noé. Le Club Noé, je rappelle en quelques mots, c'est un club qui a été créé pour contribuer à créer un terreau favorable à l'émergence des nouveaux modèles économiques dans la région. Nous sommes effectivement, nous regroupons au sein de nos adhérents des entreprises, des collectivités publiques, le monde de l'enseignement, des chercheurs, des consultants. Donc on voit bien qu'il y a une disparité forte en termes d'acteurs intervenant au sein du Club Noé. Et d'ailleurs, ça sera un des sujets de ce soir, vu que nous allons parler de la coopération entre différents acteurs économiques. Plusieurs missions du club. D'une part, animer le débat public, c'est un peu ce que nous faisons ce soir, et informer, sensibiliser sur les questions des nouveaux modèles. C'est également un lieu d'échange et de coopération entre ses adhérents. L'une des missions également est d'accompagner des projets qui vont dans le sens effectivement de l'évolution vers ces nouveaux modèles, et également la transformation d'entreprises, de collectivités publiques, grâce notamment à l'ensemble des partenaires fondateurs du Club Noé, que sont le CERD, le CD2E, le CJD, Réseau Alliance, Atémis et CCI Grand Lille. Je rappelle également que depuis la rentrée, nous avons mis au point une formation découverte d'une journée qui permet à ceux qui cherchent à creuser un petit peu le sujet, alors de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération particulièrement, de travailler sur ce sujet, de monter en connaissance pendant une journée. Donc si vous y êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de Simon Ledet, qui est délégué général du Club Noé, qui vous informera des prochaines sessions. Alors, en primeur, je vous livre les résultats d'une enquête qui a été faite auprès d'une trentaine de dirigeants d'entreprises qui ont suivi un parcours, donc un parcours on va dire de déformation, on appelle ça. Donc on cherche à déformer la façon dont les dirigeants voient le modèle économique actuel pour basculer vers un nouveau modèle. Et donc ces 30 dirigeants qui ont suivi un parcours, on les a interrogés pour savoir un petit peu finalement ce que ça avait changé dans la vie de leur entreprise. Donc déjà, avant le parcours, finalement, se repositionner avant le parcours, ces dirigeants disaient que globalement, ils avaient l'impression, enfin, ils n'étaient pas forcément sereins pour l'avenir de leur entreprise. Donc c'est un dirigeant sur deux. Que la valeur servicielle de leurs offres n'était pas valorisée. Et ça, c'est 95% des dirigeants qui pensent ça, avant le parcours. Pareillement, les dirigeants, à une grande majorité, à 89%, étaient confrontés à une concurrence très forte et puis à un critère prix prédominant. Donc voilà, donc ça c'est le constat avant le parcours. Donc après parcours, les choses qui ont changé, c'est que les dirigeants s'expriment en disant que finalement, ce parcours vers l'économie de la fonctionnalité de la coopération leur a permis de trouver des différenciations sur leur marché. Et ça, ils sont 81%. 63% trouvent que ça leur a permis de mieux valoriser leurs services. Concernant l'emploi, en moyenne, donc par entreprise, 2 emplois ont été sauvés et 1 emploi a été créé. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, c'est assez... je pense que quand on ramène ça finalement à une entreprise, on se dit 3 emplois sauvés ou créés, ça paraît peu. Mais si chaque entreprise dans le Nord-Pas-de-Calais arrive à faire ça, on peut éradiquer juste le chômage, quoi. Donc, bon, évidemment, vu comme ça, on se dit que c'est quand même extrêmement intéressant.
85% des entreprises ont noué des nouveaux partenariats. Alors ça, c'est intéressant par rapport au sujet qu'on a ce soir. On se rend compte qu'effectivement, il y a une forte propension à créer des partenariats, créer des coopérations et que ça crée de la valeur. 56% disent moins souffrir de la concurrence et 70% que le dispositif les rend plus compétitifs. Désolé pour tous ces chiffres, mais bon, il me semblait intéressant de les livrer. 78% des dirigeants estiment que suite à ce parcours et aux évolutions qu'ils ont menées dans leur entreprise, ça leur a permis d'avoir un meilleur ancrage territorial. 96% disent avoir une qualité d'offre qui s'est améliorée. 85% estiment que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération leur a permis de sortir de la logique de moins-disant. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Et puis après, sur la fidélité client, sur le sens que ça apporte à leur travail et à leur entreprise. Donc là, on est dans l'ordre de 70 à 90% des dirigeants qui pensent que ça leur apporte plus de sens et puis que ça fidélise mieux leurs clients. Donc on voit qu'effectivement, ce passage dans ces parcours, alors c'est parcours souvent longs, ces parcours qui durent à peu près 12 mois, mais on voit que ça transforme profondément les dirigeants et leur entreprise et que ça permet de se mettre en action et de faire évoluer son modèle. Donc si des dirigeants, donc ça s'adresse là pour le coup aux dirigeants, sont intéressés par ça, sachez qu'il y a un prochain parcours qui sera lancé à partir de février. Il y a des plaquettes qui expliquent un petit peu le parcours à l'entrée. Voilà, donc c'est vraiment en primeur parce qu'on a sorti les résultats assez récemment, donc ils seront retravaillés et ils seront certainement livrés sous une autre forme plus tard. Alors ce soir, nous allons parler des enjeux de la coopération. Évidemment, quand on parle notamment d'économie de la fonctionnalité et de la coopération est très forte. La coopération dans les projets est un facteur de surperformance, avec l'idée que 1 plus 1 doit faire 3 et que ça permette finalement de démultiplier les effets utiles et les valeurs créées. Faire travailler ensemble différents acteurs, privés, publics, chercheurs, associations, c'est confronter aussi des visions différentes et que chacun prenne en compte finalement les contraintes de l'autre dans sa proposition de valeur. Et ces créations de synergie entre différents acteurs économiques peuvent servir des enjeux de territoire. Et c'est justement le sujet de ce soir, où on va parler de coopération au profit d'un enjeu de territoire qui est l'alimentation. Bonsoir à tous, je m'appelle Olivier Hirel, je suis cofondateur des Paniers de Léa, une entreprise qui a été créée en 2010 par moi-même et un ami d'enfance, Bastien Donien. Donc notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans les changements d'habitudes alimentaires des collaborateurs. En fait, l'idée, c'est de dire qu'on passe beaucoup de temps dans l'entreprise, et donc évidemment, on y mange beaucoup. Et nous, notre volonté, c'était d'égayer les journées des collaborateurs à travers des animations et des prestations ludiques autour de l'alimentation. Donc si on décrit une partie de notre offre avant l'économie de la fonctionnalité, par exemple, tout au long de la journée, je vous disais qu'on mangeait, on peut aborder des thématiques sur la journée. Par exemple, le matin, pour accueillir les collaborateurs, rien de tel que les accueillir avec un verre de jus de fruits frais pressé. C'est très vivifiant pour démarrer la journée. Durant les pauses du matin et de l'après-midi, pourquoi pas mettre des corbeilles de fruits qu'on disposera en salle de pause, et le collaborateur viendrait prendre un fruit lors de justement sa pause et partager et créer des moments d'échange entre collaborateurs. Ça peut être des petits déjeuners également autour de la thématique de produits locaux pour changer un peu des viennoiseries et cafés traditionnels. On fait aussi beaucoup d'animations autour du fruit, donc animation smoothie. Une animation qui marche très bien en ce moment, c'est l'animation vélo smoothie. Donc c'est un vélo qui est sur pied et en fait le fait de pédaler
actionne une dynamo qui elle-même actionne un blender. Donc ça permet on met ses fruits dans le blender, ça permet à la fois de faire un peu de sport et du coup d'avoir le fruit de son travail et de pouvoir avoir quelques vitamines. Et on propose également des ateliers naturopathie qui sont proposés par une naturopathe. Donc vous le voyez, une offre très large autour du fruit. Et donc en préambule, justement, pour parler de notre arrivée à l'économie de la fonctionnalité, si on devait résumer tout ça, on dirait les paniers de Léa sont des livreurs de fruits finalement. Tout se passe autour du fruit, ils sont des livreurs de fruits. Alors ok, c'est vrai que c'est une activité qui remporte un franc succès. Et c'est vrai qu'on pourrait tout simplement avoir un modèle économique où on se dirait on a cette offre basée autour du fruit, on a beaucoup de demandes, et finalement perdurer le modèle économique et avoir une offre basée sur la quantité, les volumes et la facturation classique. Mais nous, en fait, donc Bastien et moi, on s'est assez vite posé des questions, parce qu'on touchait finalement, on parlait d'enjeux de territoire tout à l'heure, on touchait finalement à pas mal de sujets et de questions. Si on prend l'enjeu de territoire, dès le début de la création d'entreprise, on a associé la création de notre entreprise, les producteurs. Moi-même, je venais du milieu agricole auparavant, et on a associé les producteurs en fait à notre démarche. Et par exemple, on tient à rémunérer les producteurs et fixer un prix avec eux, qui est pour eux très intéressant et qui leur permet à la fois évidemment de vivre, mais de garantir une qualité de produit et une démarche qui véritablement propose des fruits de bonne qualité et dans une démarche de souci de préserver la nature. Donc ça, c'était très important. Donc on avait déjà intégré les producteurs dans notre philosophie. Et on se posait aussi les questions par rapport aux enjeux économiques. Finalement, nos clients, qu'est-ce qu'ils recherchent à travers notre offre? Ok, on livre des fruits, ça se passe très bien, les corbeilles, c'est très récurrent, c'est une belle activité, mais finalement, pourquoi ils font appel à nous? Et on s'est rendu compte en fait que les entreprises nous sollicitaient vraiment pour diverses raisons. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier qui me vient en tête, une entreprise faisait appel à nous parce qu'ils sortaient d'un moment difficile, un plan social. Et après le temps de la restructuration et un temps psychologique, ils avaient besoin de recréer du lien en fait, entre collaborateurs. Et ils nous ont fait appel à nous pour organiser justement des moments de convivialité. Alors c'était évidemment autour du fruit et de l'alimentation. Et on a bâti avec eux un calendrier sur l'année pour proposer différentes choses et pouvoir justement être acteurs. Alors on n'était pas seuls évidemment, mais acteurs justement de cette recréation de lien social. Une entreprise aussi a fait appel à nous parce qu'ils avaient des problèmes d'obésité, tout simplement parce que le temps de pause du midi était très, très court et que finalement autour de l'entreprise on ne trouvait que des snacks, des kebabs ou des fast-food. Et donc pour l'entreprise c'était trop compliqué vis-à-vis de ses collaborateurs et donc justement on aidait, on construisait avec d'autres une offre leur permettant justement de pallier à ces problèmes. Donc, par rapport à ces questions, il y a aussi les enjeux de santé. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait appel à nous. On a des partenaires aussi dans le domaine de la santé. Et on a co-construit des offres avec, par exemple, l'Institut Pasteur. Le 8 décembre, par exemple, on a une thématique autour de la santé au travail. Donc, vous voyez, en fait, on a beaucoup de partenaires. Et puis, finalement, on se disait, mais on n'est pas que des livreurs de fruits. Et en cela, c'est pour ça qu'on s'est tourné vraiment vers l'accompagnement des changements d'habitudes alimentaires des collaborateurs. Donc ça a été une passerelle importante. Et l'économie de la fonctionnalité nous a permis de nous poser, de détricoter, tout à l'heure M. Dumont le disait, détricoter l'offre traditionnelle, remettre ça à plat, et comprendre aussi les enjeux, nos parties prenantes, ce qu'elles attendaient de nous, et ce qu'on pouvait aussi leur proposer, et vers où on pouvait se tourner. Alors, la condition publique, effectivement, à Roubaix, donc il y a un haut lieu culturel, ancienne industrie lainière. La volonté il y a un directeur qui a été nommé il y a 1 an, et sa volonté, c'était justement de recréer du lien social entre les habitants. Et au démarrage, il a fait appel à nous, justement pour des prestations. Et on a organisé avec lui des moments conviviaux autour de l'alimentation pour faire en sorte que les habitants s'approprient le lieu. Par exemple, cet été, peut-être que vous avez entendu, mais on a organisé ce qu'on appelle une radie party. De dire, venez, allez à la condition publique, venez déguster une botte de radis. Il y avait un DJ qui était là également. Il y avait le court-circuit qui proposait des paniers de fruits et légumes à côté. Donc en fait, c'est donner de la vie à ce lieu, que les habitants puissent se réapproprier le lieu. Donc on est parti de ce premier partenariat avec la condition publique, avec Jean-Christophe.
Et nous, en fait, les parties prenantes importantes au démarrage sont les producteurs et les clients. Et on souhaitait organiser des moments où on pouvait inviter nos clients à partager une thématique avec nous et ensemble à nous développer, à développer notre état d'esprit par rapport à l'alimentation. Ça pouvait être des visites d'ailleurs chez les producteurs. Enfin, on organise aussi des visites chez les producteurs pour avoir des échanges entre clients et producteurs. Mais là, l'aspect de la condition publique, c'était en fait de discuter avec Jean-Christophe et de dire, écoute, nous ce qu'on voudrait faire, c'est que des clients viennent chez toi à la condition publique et que tu puisses organiser une visite et expliquer ta démarche vis-à-vis des citoyens et de la réappropriation du lieu. Et que nous, en fait, on propose un format déjeuner, une fois tous les 2 mois, hein, puisque c'est la fréquence, avec généralement entre 10 et 15 clients. On ne veut pas que ce soit non plus, qu'il y ait trop de monde, ce serait un peu compliqué. Et on organise un déjeuner, et au cours de ce déjeuner, il y a un intervenant, une intervenante extérieure qui vient parler d'une problématique qui peut être, là les 2 dernières fois, c'était sur la santé au travail. Ça peut être également une approche par la naturopathie. Et en fait, les entreprises présentes, donc il y a ce format conférence, mais ce qui est surtout important après, c'est qu'après la conférence vient le temps des questions posées aux conférenciers et surtout aussi les échanges entre entreprises. Je prends un exemple très concret. La dernière fois qu'on a organisé ça, je discutais avec un représentant d'une société de transport avec lequel nous construisons une offre. Et ils avaient une problématique des chauffeurs qui en fait, arrivaient dans l'entreprise le lundi matin, déposaient leur véhicule, prenaient le camion et allaient en clientèle toute la semaine et reprenaient leur véhicule le vendredi soir. Donc finalement, il y avait très peu de lien social avec le reste de l'entreprise parce que les chauffeurs finalement étaient un peu à part et l'entreprise souhaitait apporter des solutions justement pour recréer du lien entre cette partie des salariés et l'entreprise et aussi veiller à ce qu'ils aient une meilleure alimentation parce que beaucoup ont des journées très difficiles, longues, c'est assez dur et on sait pas, l'entreprise ne sait pas forcément ce qu'ils mangent, parfois ils n'ont pas le temps et donc du coup on a créé une offre avec eux pour justement pallier à ça. Et ce qui était intéressant lors de cette dernière visite, c'est qu'il y avait le directeur RSE de Decathlon qui était présent, Charles, et en fait il a écouté notre conversation. Et en fait, la problématique qu'avait cette entreprise et les réponses qui étaient apportées, ça l'a fortement intéressé parce que lui-même, chez Decathlon, ils ont 1000 camions par jour. Et donc du coup, la condition des chauffeurs, c'est un sujet qui l'intéresse, il travaillait justement dessus. Et il y a eu un échange entre ces 2 entreprises, aussi des échanges de cartes, et je pense qu'ils se sont vus après, ou en tout cas se sont téléphonés, pour justement avancer plus dans cette notion de collaboration et de trouver des idées ensemble. Donc du coup, moi, ce que je retiens déjà par rapport à ce retour d'expérience avec la condition publique, c'est qu'il y a des intérêts qui convergeaient, avec vous qui avez une mission où on voit que la sensibilisation pour changer les comportements alimentaires est une action clé, maintenant dans votre proposition de valeur. Ça, c'est votre intérêt. Et puis d'un côté, on a la condition publique qui est missionnée par la collectivité pour animer aussi en particulier un quartier et que des habitants aussi s'approprient aussi le lieu et essayent de discuter autour de différentes thématiques. Et déjà, ces intérêts particuliers, au bout d'un moment, vous les avez combinés et créer un intérêt convergent, puisque vous aussi, à travers votre thématique, vous arrivez à développer du lien social, parce que l'alimentation est un sujet sur lequel on peut facilement discuter entre nous. Vous également, vous apportez aussi votre réseau de clients qui, du coup, peuvent se retrouver et discuter, et du coup, discuter aussi des changements de comportement alimentaire. Donc c'est vraiment un partenariat finalement gagnant-gagnant, parce qu'il y a des intérêts qui convergent et parce qu'il y a eu aussi, j'imagine, une rencontre entre un directeur de la condition publique et puis des dirigeants, et que j'imagine que cette posture également là a dû être déterminante pour développer la coopération. Et puis dans le rapport gagnant-gagnant, par exemple, j'ai su hier que OVH, qui avait été l'une des premières entreprises à venir à la condition publique, va organiser sa convention à la condition publique dans 15 jours, je pense. Donc c'est sympa qu'il ait pensé à ce lieu pour le faire, et on va construire une offre avec la condition publique pour leur fameuse convention. Donc tout le monde est gagnant en fait, en collaborant comme ça. Alors, au tout début, quand tu présentais ton offre, Olivier, tu disais que quand même parce que vous alliez au-delà de la simple vente d'une corbeille de fruits, et que finalement, toutes les animations que vous pouviez développer autour du fruit, de la santé, créent ce que nous, on appelle dans notre jargon des externalités, c'est-à-dire des effets qui ne sont pas forcément intentionnels, mais qui ont un vrai impact. Typiquement, au bout d'un moment, dans l'entreprise, tu disais que ça a permis de développer du lien social entre les collaborateurs dans une entreprise où
le lien social était potentiellement assez compliqué, que ça permettait aussi forcément de peut-être régler certains niveaux de santé. Et si je ne me trompe pas, vous essayez d'essayer d'évaluer tous les effets utiles que votre offre crée, et notamment vous montez un programme de recherche, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup en quoi consiste ce programme de recherche, qui est dans ce programme de recherche, et comment vous coopérez pour aboutir à quoi? Ouais, vaste sujet. Donc effectivement, dans cette notion de dire on part du postulat qu'on est livreur de fruits, mais que finalement on accompagne les entreprises dans les changements d'habitudes alimentaires. Pour les clients, l'accompagnement se fait dans la durée, sur 1, 2, enfin plusieurs années. Et d'ailleurs, ça évolue au fil du temps. Mais pour nous, comme pour l'entreprise, ce qui est primordial, c'est de pouvoir justement évaluer l'impact de nos actions. Et donc, effectivement, quand on a suivi le parcours de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, l'une des conclusions, c'était de dire, si on tend vers ça, il va falloir évaluer l'impact de nos actions. Et on a rencontré un chef d'entreprise, l'entreprise c'est Global Vision, et en fait il aide à monter des sujets de recherche dans le domaine de la santé notamment, et il nous a dit mais vous avez justement un sujet qui pourrait vraiment intéresser, et pourquoi pas vous faire financer par la BPI ou le ministère de l'Agriculture en expliquant votre problématique, et en allant les voir, en expliquant votre problématique, et pour trouver un sujet de recherche autour justement des comportements alimentaires en entreprise. Donc finalement, on a contacté la BPI et la Chambre d'agriculture. On leur a expliqué qu'on voulait avoir ce processus justement d'évaluation d'impact de nos actions. Et ils nous ont dit que le sujet était très intéressant, qu'on n'allait évidemment pas pouvoir le faire tout seul, parce qu'on n'est pas acteur de la santé et que ça touche à plein de notions différentes. Mais qu'en tout cas, ils nous octroyaient une subvention qui était de 50 000 €, avec un délai de quelques mois, pour bâtir un état de l'art, donc recenser ce qui est fait dans les entreprises en matière de pratiques alimentaires, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc recenser ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, est-ce qu'il y a eu des conclusions, des résultats, est-ce que ça a été sur du long terme, du court terme. Donc ça, c'est la partie état de l'art. Et évidemment, c'est savoir nous entourer des différents acteurs économiques de la santé pour monter un consortium, finalement, parce que quand on aura trouvé le sujet de recherche lié à ce comportement alimentaire, il va falloir se mettre autour de la table et justement bâtir un programme de recherche qui va nous amener sur des années avec les clients. Et en fait, c'est vrai qu'avant de suivre le parcours de l'économie et de la fonctionnalité, on a rencontré différents acteurs de la santé, et au début on se voyait et on se disait mais il y a quelque chose à faire ensemble. Nous on arrive par la notion de fruit, la notion de produit, et vous êtes acteur de la santé, mais finalement on se rejoint au moment de l'entreprise et il y a quelque chose à faire. Et on nous avait même dit on se retrouvera de toute façon. Donc pour certains acteurs de la santé, ça a été de les recontacter après le parcours de l'économie et de la fonctionnalité en leur disant voilà, on va monter un programme de recherche et on voudrait mettre autour de la table les gens compétents. Donc on a contacté l'Institut Pasteur de Lille, qui fait partie du consortium. Il y a un pôle de recherche, le pôle NSL. Il y a une mutuelle qui nous accompagne, avec laquelle on a déjà travaillé sur la co-construction d'une offre. Et il y a également le réseau Alliance, évidemment, qui est partie prenante et intégrante de ce projet. Et il y a aussi la Mèche, donc là c'est les chercheurs en sociologie et en économie. Donc on a pu monter ce consortium, et là justement, comme je disais, on est en phase de pré-projet, et on espère pouvoir déposer un projet là d'ici février-mars pour arriver à un programme de recherche à part entière. Donc oui, on a beaucoup sollicité nos parties prenantes et intégré pas mal de monde dans ce projet. Donc on voit ici qu'il y a une manière en tout cas d'évaluer les différents effets. On sait que pour beaucoup d'entreprises qui sont lancées dans l'économie de la fonctionnalité, la question de l'évaluation n'est pas une petite question. Voilà une manière en tout cas d'y aller collectivement, parce qu'effectivement tous les effets utiles que vous provoquez, ils peuvent impacter un certain nombre d'acteurs. Donc tu as cité les mutuelles, tu as cité les clients, tu as cité aussi l'Institut Pasteur qui peut aussi mesurer l'impact sur la santé. Très très rapidement, parce que le temps tourne, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, les acteurs vous suivent et vous perçoivent comme légitime pour pouvoir porter cette recherche-là? Parce qu'ils pourraient très bien vous dire, mais finalement, une entreprise qui vend des corbeilles de fruits, de quoi elle se mêle? Pourquoi elle veut porter ça? Pourquoi ils y vont et pourquoi ils vous voient comme légitime pour porter ce programme de recherche?
Alors, il y a les collaborations qu'on menait avant, hein, c'est ce que je disais, des personnes qu'on rencontrait, et on disait on a quelque chose à faire, on se rejoint sur les différentes thématiques. Après, il faut savoir aussi qu'entre j'ai découvert aussi, comment dire, c'est difficile de faire un pont entre la science et l'entreprise. Je ne suis pas spécialiste du tout, mais en écoutant les chercheurs, c'est pas évident. Déjà de trouver une problématique et de pouvoir la faire rentrer en entreprise. Et nous, modestement, avec notre approche, en fait, on suscite une empathie de par notre offre. C'est vrai qu'on prône la convivialité, le sourire, et on a aujourd'hui à peu près 250 clients. Des clients qui construisent avec nous sur la durée. Donc on a un point d'entrée dans l'entreprise. Donc pour nous, c'est facile finalement. Puis l'évaluation d'impact de nos actions, ça va évidemment intéresser les entreprises. Donc finalement, on arrive à rassembler tout le monde autour d'un même thème. Nous, on est un maillon qui est central, hein, du coup, puisqu'on est à l'origine du programme, mais on est juste un maillon qui rassemble les différentes parties prenantes. C'est comme ça qu'on avance. Et puis après, quand on contacte l'Institut Pasteur, une mutuelle, c'est assez facile finalement après de convaincre d'autres acteurs de la santé, mais aussi économique, de rejoindre le consortium. Parce que le sujet est intéressant et qu'on voit que tout le monde essaie de s'y mettre pour trouver une problématique commune. Merci beaucoup en tout cas Olivier. Et j'en profite aussi pour présenter Dominique S, donc, qui nous a rejoint, qui va également intervenir ce soir. Est-ce que l'un des autres intervenants a une réaction à livrer par rapport au témoignage d'Olivier ? Emmanuel, au hasard. Je voulais, juste en préparant vite fait, là, en arrivant, vous présenter de loin ce schéma, juste pour le voir là, visuellement, qui représente en fait le système alimentaire dans lequel nous sommes actuellement. Donc il montre un peu l'imbrication d'acteurs en fait. Et en fait, ce système, on considère qu'il est linéaire, qu'il est segmenté et qu'il est concentré. Et en fait, linéaire, indiquant finalement qu'on a un étirement. Vraiment, on a des acteurs, distributeurs, producteurs, intermédiaires, etc. Voilà, c'est très long. Et finalement, ça crée un éloignement entre le point de départ, la production, et puis au bout, le consommateur. Et donc ça crée des tas de choses, déjà des incompréhensions, des méconnaissances, un éloignement du rapport à la nature, etc. Et voilà, donc ça c'est un défaut fort du système dans lequel on est. Et donc ce que j'entendais, c'est notamment par exemple cette question des temps de relation entre les clients et les producteurs, et donc voilà, d'avoir cet échange-là, et donc de raccourcir un peu voilà ce système actuel. Segmenté parce que finalement voilà, chacun a un bout du système, chacun fait son job, mais finalement s'adresse à un autre acteur simplement sur des questions de volume et des questions de prix. Et finalement, la question des besoins n'est pas forcément traitée. Donc du coup, le système est assez figé et dilue un peu les responsabilités de chacun. Et la responsabilité de chacun, c'est de faire des produits de qualité qui soient utiles sur des tas de choses. Et puis la troisième notion, c'est concentrer. On a un système pour lequel il y a des acteurs qui concentrent qui ont un poids important, qui décident et qui sont dominants en fait, et qui imposent des tas de choses aux autres acteurs. Donc on a un déséquilibre complet. Et donc là, j'entendais autre chose finalement, notamment le fait de réussir à avoir un prix juste finalement pour les producteurs, et donc d'intégrer l'intérêt de ce type d'acteur. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a donc cet élément-là de descriptif du système, vous le retrouvez dans ce document-là que j'ai mis à l'entrée, repère sur l'alimentation durable. Et du coup, on a identifié, pour essayer de lever tout ça, en fait 4 enjeux. C'est une alimentation bénéfique et accessible à tous. C'est une contribution positive sur le bien-être et la santé. Vous en parliez à l'instant. C'est une empreinte minimale sur l'environnement, et puis un système économique équitable et performant. Donc ça tourne évidemment autour du développement durable. Et donc voilà, donc je voyais ça. J'y voyais aussi finalement une meilleure appréhension des enjeux et du périmètre d'intervention
vocable qu'on utilise souvent, finalement par une meilleure compréhension des besoins. Et donc du coup, finalement, dans une entreprise, il n'y a pas que cette question d'accéder à un produit de qualité, bon pour la santé, mais du coup, la question du lien social qui fait défaut dans l'entreprise. Et donc ce projet peut permettre de résoudre, enfin en tout cas d'attaquer cette problématique-là. Voilà, donc j'ai retrouvé un petit peu ça aussi. Voilà, et puis j'avais noté cette idée de désegmenter un peu, voilà, de retrouver un peu le lien entre clients et producteurs. Donc voilà quelques remarques sur cette présentation. Merci beaucoup. Ce que je retiens aussi de ton intervention, Emmanuel, c'est que finalement, ce qu'on appelle dans notre jargon la chaîne de valeur crée de gros problèmes. La chaîne de valeur, c'est tous les acteurs, du producteur jusqu'au consommateur final, en passant par différents intermédiaires, le tout forme une chaîne. Et chaque maillon dans la chaîne n'ont pas forcément des intérêts qui convergent, voire même ces intérêts divergent. Et sachant que forcément, il y a toujours un acteur qui essaye de vendre le plus cher son produit, puis l'autre qui va acheter à chaque fois le moins cher. Et ce que tu disais, au bout d'un moment, ce côté de déresponsabilisation est dû aussi en partie à ce rapport de force. Et justement, on va parler maintenant avec Dominique S. D'une expérience qui casse totalement cette logique de chaîne de valeur, comme d'ailleurs le faisait Olivier avec son projet de recherche. Alors Dominique, est-ce que déjà tu peux présenter, donc tu es directeur des Anges Gardins et de l'Écopole Alimentaire, est-ce que tu peux présenter ces deux structures et quelle a été également ta trajectoire vers l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération? Bon, l'Écopole, simplement, c'est un lieu où en fait on se retrouve dans le cadre d'un pôle territorial de coopération économique. Vous connaissez les pôles de compétitivité, les pôles de je sais pas quoi, et puis bon bah là, comme on est dans l'économie solidaire, c'est des pôles de coopération. C'est un peu plus futé que des pôles de compétitivité quand on fait d'économie solidaire. Donc ça a été voulu par la loi Hamon sur l'ESS. Je parle sous le contrôle des gens de l'APES qui connaissent un peu mieux ces outils et ces dispositifs que moi. Mais bon, ça a été voulu par toute une série d'acteurs de faire pôle, d'être ensemble. Ensemble, pour quoi faire ? Eh bien, pour redonner des horizons alimentaires à chacun. Donc, redonner des horizons, c'est donner la capacité sur un thème éminemment important qui est l'alimentation, les capacités à pouvoir déjà interagir sur son alimentation, et une fois qu'on a les capacités d'interagir sur son alimentation, d'avoir la possibilité d'accéder à une offre de produits de qualité qui soit accessible, financièrement, ou physiquement, géographiquement, etc. Donc, faire un écopole alimentaire sur cette question, c'est arriver à réunir toute une série d'acteurs différents, les mangeurs, des producteurs, des organismes d'éducation populaire comme se revendiquent d'être les Anges Gardins, qui sais-je encore, pour arriver à faire en sorte qu'on fasse un système ensemble, qui fait que même si tout le monde pense que c'est intéressant déjà pour que le système ne soit pas perverti, on enlève des intermédiaires à la con. Regardez comment on a été dépossédé de cette question. Avec cette histoire de la viande bovine de cheval. On ne sait même plus reconnaître sur tous les acteurs justement de la chaîne des valeurs, jusqu'à la viande, la matière première qu'on utilise pour faire une lasagne. Voyez. Donc le but du jeu, effectivement, c'est effectivement de raccourcir les circuits, mais de rajouter à la place des intermédiaires des formes d'intermédiation qui vont permettre à un moment donné de réconcilier, parce qu'on parle de chaîne. Pour le coup, dans la chaîne alimentaire, dans notre proximité à l'alimentation, il en manque des maillons de chaîne, jusqu'à part reconnaître de la vache, enfin du bœuf, une fois encore, du cheval. Donc il en manque des maillons, donc réconcilier effectivement la capacité effectivement à pouvoir retrouver des prises sur son alimentation. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de l'écopole alimentaire, donc avec deux axes. Un axe porté par une structure qui s'appelle Terre d'Opale, de produire et de rendre disponible une offre de produits dites bio, locaux et solidaires issus d'un groupement de producteurs bio, dont des jardins de cocagne, et notamment le jardin de cocagne que j'anime. Et de l'autre côté, faire en sorte qu'on puisse accompagner le mangeur dans cette démarche de réappropriation par toute une série d'outils. Ça peut être aussi bien des manuels pour cuisiner, jardiner, tout connement, et jusqu'à éventuellement
proposer plein de démarches, mais que je n'aurai pas le temps là d'expliquer, très concrètes, mais que vous pouvez retrouver sur des sites internet, qui permettent effectivement de rétablir cette proximité entre ceux qu'on mange, ceux qui le produisent, et puis de faire en sorte effectivement que cette multifonctionnalité alimentaire, que vous avez certainement déjà un peu décrite en mon absence, hein, on mange pour des raisons physiologiques, on mange pour des raisons de santé, vous l'avez dit tout à l'heure, on mange pour... Et puis c'est pas rien, hein, les coûts de santé liés effectivement à une alimentation déséquilibrée, notamment, pour du goût, de l'éveil sensoriel, pour du vivre ensemble, et puis aussi avec les externalités que l'acte de produire en vue de notre alimentation produit sur l'environnement, sur l'ancrage territorial et la relocalisation de la valeur, et enfin, une petite marotte qu'on a, mais qui nous paraît quand même essentielle, de faire en sorte que tout ça crée une économie dont les process sont accessibles à des personnes peu ou pas qualifiées. Voilà, on ne fait rien que ça dans les copains alimentaires. Et pendant qu'on fait ça, on ne va pas au café. Voilà. Ça, c'est pour les copains. Alors, les Anges Gardins, c'est une des deux structures qui fait d'éducation à la diversité alimentaire, qui recrute des personnes en difficulté d'insertion, justement, pour leur permettre de pouvoir retrouver une place dans une économie résolument moderne, puisque nous, on est axé sur l'agriculture biologique, donc c'est résolument moderne, l'agriculture biologique. C'est ce qu'il faut juste pour notre temps. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait des chantiers apprenants, hein, puisque ce que je fais, je le retiens, je le remaîtrise, etc. C'est tout ça qu'on fait effectivement sur les coproles alimentaires de la région d'Audric, avec des centres de formation, des vingtaine de producteurs, et puis plusieurs outils de SS, plutôt à vocation sociale. Et ton rapport à l'économie, la fonctionnalité de la coopération? Ah, alors, il y a un certain Christian Duterte qui dit qu'on est tombé dedans quand on était petit. Alors, je ne sais pas si c'était pour la vanne par rapport à volume qu'on représente, mais l'économie de la fonctionnalité, on ne savait pas qu'on en faisait. Mais simplement, à un moment donné, quand vous travaillez sur une idée qui est de dire, voilà, on a un problème nouveau, il faut qu'on s'assemble pour résoudre le problème, et puis que vous avez un type qui vient vous dire, ça s'appelle de l'encastrement de valeur, tout de suite, ça fait mieux quand on se dit, tiens, ça devient intéressant que notre pratique un peu comme ça empirique, qu'on essaye de réfléchir en marchant avec les gens, trouve un enracinement conceptuel nouveau et qui fait une nouvelle économie. C'est ça qui est quand même assez excitant dans la perspective vivante et dynamique de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, premier élément, d'avoir des effets de complémentation et de mutualisation comme on l'a intuitionné plutôt dans notre tradition de pratique d'économie solidaire, nous a fait un lien évident avec les notions de complémentation, de mutualisation qui sont prônées par le concept de l'économie de la fonctionnalité. On tombe dedans quand on est petit, quand on voit que l'alimentation va toucher des tas d'activités, enfin des tas de secteurs importants. En répondant à un besoin alimentaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça répond à des tas de besoins en définitive. Donc ça renvoie à la définition du petit Robert de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, ceci effectivement qu'on s'intéresse à la multidimension du besoin avant que de procurer du bien. Voilà. Et qu'à un moment donné, on l'ait fait dans une perspective qui est celle du développement durable, telle qu'elle est préconisée notamment par le CERD, fait que ce qui est des externalités qu'on essaye de rendre les moins négatives devient des internalisations qui nous intéressent effectivement de pouvoir capter, mettre au profit effectivement de notre projet. Donc la débâcle d'avancée environnementale induite par une pratique écologique de la production alimentaire est infinie. On va toucher les questions de sol, d'eau, de climat aussi, hein, carbone, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours sciences nat là-dessus, mais selon une pratique ou une autre, effectivement, on impacte plus ou moins bien ou mal sur la pratique, effectivement. Donc déjà l'agriculture biologique, elle ne suffit pas, mais déjà l'agriculture biologique, c'est vraiment voilà, rentrer dans une dynamique vivante de respect, effectivement, de l'environnement. L'ancrage territorial, la relocalisation de la valeur, c'est la capacité de pouvoir dire tout simplement à un territoire qui nous aide, parce qu'on a fait une alliance avec la collectivité publique pour arriver à ça, j'ai oublié de le préciser. Et c'est très important pour nous que la collectivité joue un rôle dans capter les biens communs, les garder,
que ce ne soit pas nous qui devions investir pour effectivement faire que ces biens communs existent, même s'il y a des outils comme Terre de Liens, tout ça, qui font dans l'ESS tout à fait leur travail pour garder ces biens communs, sauf que la collectivité joue le rôle d'acquérir le foncier et l'immobilier pour qu'on vive toute cette aventure sur l'écopole. Hein. Donc c'est la communauté de communes de la région d'Audric, 26 000 habitants, communauté plutôt rurale, chapeau, enfin 3 millions d'euros à mettre sur la table quand même. C'est pas eux qui l'ont mis tout seuls, mais il fallait mettre le complément, et ils l'ont fait, ils y ont cru, etc., au service d'un bien vivre alimentaire de leurs résidents, voire même ceux dont on s'occupe aussi au-delà, effectivement, de notre territoire d'implantation. Hein. Je ne sais plus quelle était la question, mais tu veux peut-être plus la poser? C'est ça, je ne veux plus la poser. Non, je voudrais plutôt qu'on se concentre maintenant sur un projet en particulier, et notamment le projet que vous menez avec la ville de Los Angeles. Donc, on a aussi la chance d'avoir Julien Perdrija à côté, donc directeur de cabinet de Jean-François Caron. Peut-être avant, je questionne encore un peu Dominique, mais Julien n'hésite pas aussi à prendre la parole pour préciser. Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le projet que vous portez en partenariat avec la ville de Los Angeles, et très rapidement nous dire aussi quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ce projet? Bon, il s'est trouvé que comme on était en train de pratiquer tout ça et que par la création du CERD, on avait déjà travaillé avec le maire de Los Angeles, hein, Jean-François Caron, on a été sollicité pour déterminer comment faire une sorte de plan municipal d'alimentation durable, on pourrait dire. Hein. Ça s'est appelé VITAL, Ville, Transition et Alimentation Locale, VITAL. Donc ça matchait bien. Et du coup, VITAL, sa proposition, c'est de faire en sorte que ce thème éminemment transversal qu'est l'alimentation nous permette de faire société autour de ce thème. Donc faire société, c'est réunir des producteurs pas forcément enclins là tout de suite à partir dans une dynamique de vendre dans la proximité leurs produits, et que cette production de produits qu'ils veulent vendre dans la proximité s'introduise dans un cercle vertueux du développement durable, de l'écologie, etc. Donc, premier élément, mobiliser effectivement les agriculteurs. Et puis, de l'autre côté, que les mangeurs soient aussi mobilisés sur l'enjeu qu'il peut y avoir dans une région où vous savez tous qu'on a quand même un très gros problème de malbouffe et de mébouffe, hein, de méconnaissance de la bouffe, et que c'est particulièrement vrai dans notre région, et que c'est pas parce qu'on est rattaché à la Picardie que ça doit beaucoup changer. On doit être les derniers, les pires par rapport effectivement à enregistrer des problématiques effectivement d'une alimentation déséquilibrée et de ce que ça peut avoir pour conséquence, de voir comment les gens souhaiteraient éventuellement s'adonner, ou en tout cas considérer un nouveau paysage alimentaire pour eux. Hein, c'est pas les forcer à manger durable, hein, c'est de dire on redonne aux gens les capacités à changer de point de vue sur leur alimentation, et puis s'ils vont dans la vallée du développement durable ou de l'alimentation durable, à la bonne heure. Hein, mais en tout cas d'ouvrir un peu voilà, de la variété alimentaire. Donc c'est les deux types d'acteurs essentiellement, il y en a bien d'autres, hein. Il y a aussi la collectivité qui doit bouger dans ses pratiques, dans sa commande publique, dans On va y venir après. Voilà, les fonctionnements en silo qu'il faut remettre en question, sur lesquels Julien pourrait vous faire une thèse de 3e cycle maintenant. Donc c'est sur ces trois enjeux qu'on va essayer de voir comment Vital va réagencer les acteurs pour arriver à faire en sorte effectivement d'avoir un système alimentaire qui soit maîtrisé et qui développe aussi de l'économie, tant qu'à faire. C'était ça la question? C'était ça la question. Du coup, vous avez aussi dû, dans ce projet, travailler avec des agriculteurs qui n'étaient pas forcément dans le bio au départ. Non. Mais vous avez dû les amener au bio. Ouais. Là, du coup, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur cette coopération-là entre différents acteurs économiques. Ouais. Et sachant que quand même, l'enjeu de cette coopération, c'est de faire changer l'autre dans son propre travail. Ouais. Bah alors, il faut toucher le cœur. Mais pas un cœur intellectuel, quoi. Hein, de dire oui, mais tu comprends, on va polluer, on va arrêter d'intoxiquer les gens, etc. Tout le monde n'est pas encore prêt à regarder ça en face. Par contre, si vous dites à un agriculteur, on a 15 hectares à affiler là, qui n'en veut? Là, vous touchez le cœur de l'agriculteur. C'est à moi. C'est une espèce de sixième sens chez eux qui fait qu'ils ne peuvent pas refuser une terre dont ils n'ont pas, par ailleurs, plus que ça besoin. Mais attention, pour avoir ces terres, il y aura, comme qui dirait, une clause environnementale. Et ça a été... la mairie, là, ils se sont bien émerdés sur ce coup-là, parce que moi, je suis arrivé après, hein, en définitive.
Et cette clause environnementale a fait que les gens disaient « Oui, mais on est prêt à se damner s'il faut pour avoir cette terre. » Donc, y compris souscrire aux clauses environnementales. Ça, c'est le début. C'est le prétexte qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez dire à un agriculteur que tout le monde va juger autour de lui, son entourage va le juger. Hein, c'est ça, on va après rentrer dans des considérations psychologiques, etc., de la trouille, de changer de système, etc. Si à un moment donné, on propose de la terre, que ça c'est un argument légitime pour pouvoir s'engager dans la condition qui fait qu'on va avoir la terre, eh ben on a donné une raison à l'agriculteur vis-à-vis de tous ses pairs, son entourage, sa famille, etc., de dire je vais quand même tenter le coup, premier élément. Deuxième élément, je suis tout seul. Ben non, je ne suis pas tout seul puisqu'on va être à 4 ou 5 dans la même situation. On va faire une sorte de kolkhoz, avait-il dit, à un moment donné. Hein, on va travailler ensemble les terres, on va faire des regroupements effectivement de ces terres pour arriver à avoir une unité de production sur lequel on va apprendre ensemble à domestiquer cette nouvelle orientation technique qui est l'agriculture biologique. Donc la deuxième dominante, c'est toujours par rapport à ce qui peut conditionner le réagencement, c'est ça, c'est je mobilise sur quelque chose que l'agriculteur ne peut pas refuser, 2, tout de suite, je crée les conditions d'un rassurement. Alors, le rassurement, c'est le Gamnor qui l'a apporté, par exemple, en venant expliquer comment ça va marcher, les conseils que ces agriculteurs vont pouvoir avoir, etc. Ces agriculteurs, il faut le dire, ont été rassurés parce que aussi un de leurs pairs était déjà dans l'agriculture biologique, Pierre Damageux, en l'occurrence, et que c'est un moteur d'opinion aussi sur le territoire. On lui fait confiance, on se fie à lui. Voilà. Et puis 3, ce qui est vraiment important pour le producteur, c'est de l'aider aussi après à s'adapter à ce nouveau cahier des charges qui est produit en agriculture biologique et dans la proximité. Et c'est pas simple, ça touche des muscles que les gens n'ont pas forcément. Je vais vous prendre un truc tout con. Quand nous, on a commencé à commander des produits, dans le cadre d'un système parce qu'après, il faut trouver les moyens de l'écoulement. Donc, Terre de Goël a été un système qu'on a proposé pour commencer à amorcer en fait une vente locale de produits bio, que ces producteurs contribuent à alimenter par leurs produits. Bon, quand on envoie, on se fait engueuler parce qu'on ne paye pas, on demande à l'agriculteur s'il a bien envoyé sa facture, il s'interroge, il se dit, non, c'était le bon de commande faisait foi, non, nous, il faut des factures. Et c'est une facture par mois au minimum, quand peut-être, si je travaille avec Bonduelle, je ne sais pas comment ça marche avec Bonduelle, mais on ne doit pas facturer forcément tous les mois. Donc même une habitude comme ça, vous voyez, dans le changement un petit peu de la relation, de ce qu'il faut faire par rapport à l'activité quotidienne, je ne parle même pas de produire seulement sans intrants, mais tout va un peu changer. Quand à un moment donné, vous avez un système qui vous a complètement un peu gagatisé, bichonné, entourloupé peut-être, j'en sais rien, mais qui peut être un système à la Bonduelle, que je ne critique pas au demeurant, c'est un autre système, mais qui fait qu'à un moment donné, le producteur est assisté. Et là, il va devoir en prendre en main certaines choses. Ce n'est pas forcément simple au début pour lui. Donc il faut lui présenter de nouveaux opérateurs qui peuvent vendre les produits. Je sais qu'on avait présenté Norabio, d'autres acteurs qui pouvaient être en mesure effectivement d'être intéressés par les produits de ces producteurs. Et à partir du moment où on a touché le cœur, on a rassuré et on donne de nouveaux débouchés et on aide à s'adapter, les acteurs que sont les producteurs sont capables aujourd'hui d'avancer et de cheminer, de voir leur intérêt d'aller vers la bio. Alors ils ne sont pas tous 100% dans la bio, il faut aussi le préciser, mais le résultat quand même des courses, c'est que quasiment 10% du territoire de la ville de Los-Angeles est passé en agriculture biologique, l'air de rien. Et quand vous regardez la moyenne au niveau, alors je sais bien que dans le territoire de certains, dans le Douaisis, ils font mieux, à 2 ou 3... non, c'est pas 10% par là-bas, non quand même. Bon, donc à Los Angeles, on peut maintenant se targuer, alors que c'était vraiment, on partait de vraiment loin. On est le territoire, le dernier territoire, je pense encore, en matière de surface agricole utile, le Gamnor. On est toujours les derniers en surface agricole utile. On est les derniers de la France. Donc la Picardie était le dernier, on était l'avant-dernier. Maintenant qu'on est à 2, on est les derniers à 2. Je pense, ça doit marcher comme ça. Et du coup, on se retrouve une ville qui était ni plus ni moins en queue de peloton comme son territoire devient, du jour au lendemain quasiment, un territoire qui peut demander même d'ailleurs, je pense, un label. Je pense que c'est au-dessus de 10% agriculture biologique. Il me semble que c'est ça. C'est au-dessus de 6%. Par Écossaire. Il y a un blanc, et je devais dire autre chose. Non, merci beaucoup en tout cas, Dominique.
Donc du coup, Julien, déjà directeur de cabinet de la ville de Los Angeles, Jean-François Caron. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été un petit peu le rôle, ton rôle dans le projet que Dominique vient de présenter? Alors, c'est 10%, je crois, mais en bio ou en conversion. Donc, on ne pourrait pas encore complètement avoir le label aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a, en quelques années, obtenu toute une série de résultats. Et ces 10%, c'est les 10% de la CAL aussi, hein, la communauté d'agglo de Lens-Liévin, dans laquelle on s'insère. Donc, on a encore énormément de marge de manœuvre si on prend l'échelle d'un bassin de vie dans lequel le système économique alimentaire doit pouvoir s'installer. Moi, j'arrive à Los Angeles en 2013. Vital démarre en 2011. J'arrive comme chargé de récit au démarrage. C'est un poste qui est un peu atypique et qui vise à identifier la méthode de conduite du changement qui a été mise en place à Los Angeles depuis 30 ans, donc à partir des années 80, dès que les mines commencent à fermer, et qui cherche à outiller cette mise en récit, qui est aussi du coup une mise en évaluation d'une politique publique, et notamment des externalités positives qu'on crée dans le cadre de cette politique publique qu'on ne peut pas chiffrer. On ne peut pas tout compter, mais on peut tout raconter. Du coup, j'arrive en 2013 et un des premiers intervenants que je vais rencontrer pour comprendre ce qui se joue sur ce territoire, c'est Thierry Bayet. Thierry Bayet, il est agriculteur conventionnel à Los Angeles, FNSEA, et en gros, il n'est pas de la couleur politique du maire, il me le fait comprendre assez rapidement, et son enjeu, ce n'est pas l'agriculture bio, même si en 2013, il comprend qu'il y a peut-être un enjeu, me dit-il, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc, puisqu'il y a un marché qui se crée dans la bio, peut-être de regarder s'il y a un intérêt réel, économique, à se lancer dans cette affaire. En 2015, je ne suis plus chargé de récit à cette époque-là, j'ai basculé sur le poste de directeur de cabinet. On a des travaux de recherche qui sont lancés avec des étudiants, et on envoie un des étudiants en sociologie à nouveau discuter avec Thierry Bayet. Et Thierry Bayet a complètement changé de discours. C'est plus seulement l'intérêt de diversifier ses sources de production et son système économique, c'est un intérêt de transmettre la terre à ses enfants, une terre saine. C'est un intérêt qui dépasse largement les enjeux sur lesquels il était positionné au départ. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a eu tout le développement de Vital, ces terres récupérées par la mairie, mises à la disposition d'un collectif d'agriculteurs qui s'essayent à la bio, sous la houlette de Pierre Damageux, donc le patriarche de cette affaire, comme l'a expliqué Dominique. Et le fait qu'ils se sont essayés ensemble à la bio a fait que du coup ils ont appris ensemble, ils ont créé des systèmes de confiance. Ils sont aujourd'hui en train d'officialiser ça sous forme d'une coopérative d'exploitation agricole. C'est 5 agriculteurs qui font leur transition en bio. Et voilà, Thierry a radicalement changé de position. Il est toujours à la FNSEA, et c'est très bien comme ça, parce que du coup, il va porter le discours que la bio, ça marche. Et il avait un article dernièrement dans le Nouvel Observateur, qui fait les médias en plus, donc il est ravi. Il y a un système de reconnaissance qui s'organise autour de la personne de Thierry. D'ailleurs, il est youtubeur, donc allez voir sur YouTube, vous trouverez des vidéos d'agriculteurs d'aujourd'hui, ça s'appelle. Il explique, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais pour un hectare d'oignons, en bio, c'est 500 heures de travail. En conventionnel, ce serait 20 heures. Et donc il explique aussi par A plus B comment il crée de l'emploi, tout en préservant la terre, à condition de pouvoir s'insérer dans un système alimentaire territorial qui lui permet d'écouler sa production. Et donc là, on est sur des enjeux qui sortent du cadre de compétences de la ville de Los Angeles. Nous, on n'a pas la compétence éco, on n'a pas la compétence alimentaire d'ailleurs, si elle devait exister en l'état. Mais ce qui compte, du coup, c'est de créer des espaces où des acteurs comme Dominique peuvent s'implanter pour jouer ce rôle d'intermédiation entre, on va dire, le contexte territorial que la collectivité peut créer, des opérateurs économiques qui s'insèrent donc dans ce contexte, mais qui ont besoin de débouchés, et les débouchés, mais qui ne sont pas forcément conscients de ce qui est produit en bio, localement. Et du coup, il y a vraiment un enjeu de faire se rencontrer l'offre et la demande. Et moi, mon modeste rôle, c'est essayer de suivre ce que Dominique fait, et puis de travailler à ce qu'on appelle le changement d'échelle. C'est-à-dire que ce qu'on a prototypé à l'échelle de Los Angeles,
avec toute une série d'implications dans le mode de management, et alors pas que sur l'alimentaire, mais en essayant de s'organiser en tant qu'organisation de travail pour porter ce type d'enjeux transversaux qui nous dépassent, c'est de le faire maintenant basculer à l'échelle de l'agglo, Lens-Liévin, 36 communes, 250 000 habitants, où là, on peut commencer à peser sérieusement sur ce modèle. Merci beaucoup. Justement, tu disais qu'il fallait travailler l'offre et la demande. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin par rapport à ces deux termes, parce que finalement, dans l'offre, il y a beaucoup d'acteurs. Dans la demande, il y a beaucoup d'acteurs. Est-ce que tu peux expliquer quelles sont un peu les actions que la ville de Loos-en-Gohelle, justement, a mises en place pour travailler cette offre et cette demande, et quels acteurs, du coup, ont été impliqués? Je crois savoir notamment que les citoyens de la ville de Loos-en-Gohelle ont été sensibilisés pour travailler, justement... alors ça dépend de quel côté on se place, offre ou demande. Que le conseil local de l'alimentation aussi a été associé, que d'autres acteurs encore ont été associés. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu quelles actions en parallèle vous avez menées. Donc en 2011, il y a un programme qui s'appelle Bien manger, bien bouger, ou Bien manger et bien dans ses baskets. Bien dans ses baskets, bien dans son assiette. Voilà, bien dans ses baskets, bien dans son assiette, qui vise à sensibiliser les scolaires de Loos-en-Gohelle. Ça, c'est notre compétence. On a la compétence des écoles primaires sur le territoire, les sensibiliser sur la question de l'alimentation et la question du sport. Donc il y a 2 ans, 3 ans de travail qui sont organisés autour de cette thématique avec les professeurs, avec les élèves, avec les parents d'élèves. On a, avec la réforme des rythmes scolaires aussi, une opportunité de travailler dans la continuité de ce plan, la logique alimentaire. Donc Dominique intervient dans ce cadre-là, c'est les temps d'apprentissage périscolaire, pour former les enfants à ce que c'est que de planter un légume, de le récolter, le temps que ça prend, puis de l'exposer après, puis d'être reconnu pour ce qu'ils ont fait. Donc on a toute une série d'actions au niveau des enfants. On travaille avec le CCAS sur des ateliers de sensibilisation, comment consommer mieux, comment s'alimenter mieux. Et puis du coup, Vital se positionne comme... donc il y a Terre d'Opale au niveau d'Audruic, et on crée du coup ce qu'on appelle Terre de Gohelle à Loos-en-Gohelle, et donc qui vise donc à fédérer ces agriculteurs dont on vient de parler, mais aussi du coup à mettre en place un système de panier dans lequel les produits de Loos-en-Gohelle ou d'Audruic, ou de la Terre d'Opale vont pouvoir être diffusés, et ces paniers-là, ils sont vendus du coup à la population, aux Loossois, et donc c'est pas une logique de sensibilisation directement. On va chercher du coup nos consommateurs. Pour l'instant, on n'a pas énormément de paniers qui sont produits, mais ça augmente petit à petit. Il y a toute une série d'actions qui sont faites avec nos collaborateurs du 11-19, le CERD, Culture Commune, le CD2E, pour les sensibiliser, parce qu'il y a énormément de salariés donc, à la question du bien manger. Et on voit que c'est un enjeu, nous de notre côté, de comment on rentre dans une organisation pour lui faire prendre conscience qu'il y a des choses qui peuvent intéresser ses salariés en termes de nourriture. Voilà, c'est pas notre métier. Voilà spontanément ce que je peux dire sur les questions de sensibilisation. Et puis... on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais la mise en place maintenant de ce qu'on appelle une micro-ferme servicielle, ou en tout cas un mini cocagne. Donc Dominique parlera de ça avec beaucoup plus d'énergie et de détails que moi, mais en gros l'idée c'est de constituer, je le dis avec mes mots, une sorte de tiers-lieu socio-culturel et alimentaire qui soit à la fois un espace de convivialité pour des voyageurs. On est aujourd'hui une destination touristique dans le bassin minier, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais on est devenu UNESCO, il y a le Louvre-Lens à côté, donc quand on voit ces 2 pyramides noires qui sont les terris de Loos-en-Gohelle, on a envie de s'en approcher, mais aujourd'hui il n'y a pas d'offre d'hébergement. Du coup on a mis en place, on a mis à disposition une maison, une belle maison des mines, qui était la propriété de la ville de Loos-en-Gohelle, à un porteur de projet, et ce porteur de projet avait... l'idée d'une grande coopérative qui allait travailler toute une série de sujets, notamment la question alimentaire, mais son métier, ce n'était pas l'alimentation. Donc on l'a fait rencontrer Dominique, et avec Dominique, ils ont créé aujourd'hui un groupement qui s'appelle Porte-Mine. Et donc la partie alimentaire va être un jardin, une ferme, avec un restaurant. On mangera ce qu'on aura produit à côté, avec une logique d'insertion. En gros, ce qui a été fait sur le pôle territorial de coopération économique, on le
On ne le fait pas de la même manière, mais on s'en inspire, et ça permet du coup d'étendre le système mis en place par Dominique à l'échelle de Los-Angeles. Et ce lieu-là va permettre à toute une série d'acteurs de la ville, mais pas de la ville seulement, du territoire de l'agglo, de venir, soit parce qu'ils sont voyageurs, soit parce qu'ils ont envie de boire un café, soit parce qu'ils vont venir pour la ferme en tant que telle, mais du coup d'être sensibilisés derrière à toute la panoplie d'outils de sensibilisation et au système vital qu'on met en place. Dominique, tu vas intervenir. Oui, je voulais rajouter une chose. Juste revenir une seconde en arrière. Vraiment, ce qui me paraît important pour mobiliser les producteurs, en lien avec ce qu'on entend dans ce modèle économique nouveau qui est l'économie de la fonctionnalité, c'est ce travail par groupe de pairs. Hein. Les pairs, on peut se rencontrer. Et moi, j'étais une espèce de pair, sans être vraiment l'être, PAIR, hein. En ceci que on avait quand même fait un maraîchage. Hein, on était dans l'agriculture. On a un truc MSA et tout, etc. Donc, ça a certainement un peu favorisé le fait qu'on puisse être écoutable, hein, aussi. Hein, donc c'est pour moi un élément, un facteur de succès très important à mobiliser ce dialogue entre pairs. Mais une fois que ça s'est fait, alors la population locale, il y a eu aussi la fête de l'agriculture paysanne, l'opération du blé pour les écoles, les lasagnes, les oasis comestibles partagées, pour montrer l'état des possibles en matière de on peut faire quelque chose avec notre alimentation, on peut la faire pousser, on peut avoir un agriculteur qui parle à nos enfants, même s'il est conventionnel, il va être respectueux parce qu'il se sent à l'aise avec nous, etc., pour montrer ce que c'est que le blé, qu'est-ce qu'on fait du blé, pourquoi cette céréale est très importante dans notre alimentation, non, le maïs c'est pas du blé, on va t'expliquer, etc. Enfin, voilà, il y a eu des tas de moments chouettes comme ça avec les gamins qu'on peut se faire dans les écoles. Mais une fois qu'on a mis le feu d'un côté et de l'autre, côté producteur, côté éventuellement client, collège, etc., et côté mangeur, il faut que cette rencontre s'opère et qu'il y ait un opérateur et qu'il y ait une intention servicielle de réunir ces acteurs. Et là, un animateur ne suffit plus. Un gars qui dit « Allez, on va faire des trucs ensemble », ne suffit plus. Il faut retrousser ses manches et créer l'opérateur. Parce que la salade, malgré les efforts du producteur, pour les produire et les rendre disponibles au collège ou à l'école, Tartampion, etc., lui, il n'a pas prévu d'aller la livrer, genre. Vous voyez ? Surtout si on commence par 12 salades. Parce que dans 12 salades, pour 1200 convives, ça suffit, 12 salades. Il y a à peu près 100 feuilles dans une salade, pour commencer. Hein, parce que les gamins, on ne va pas non plus trop les intoxiquer, à leur donner trop de salades d'un coup. Hein. Donc, il faut commencer. Mais s'il n'y a pas un commencement, il n'y a pas de suite. Et pour faire ce commencement, il faut un opérateur qui accepte effectivement de faire tout ce lien. Là encore, une histoire de maillon manquant. Et du coup, qui va créer une intention servicielle qui peut être intéressante pour créer une nouvelle économie. Donc la micro-ferme servicielle, nom de code. Hein, une fois de plus, on se demande pourquoi on a été chercher micro-ferme servicielle. Hein, bon, certainement parce qu'on traîne souvent dans des réseaux... Voilà, d'économie dite de fonctionnalité de coopération. La ferme servicielle va avoir une vocation de produire en supplément des producteurs, parce que pour l'instant, on a un petit problème. Actuellement, sur le territoire, c'est plutôt des producteurs plein champ, et on n'a pas assez de produits maraîchers. Hein, et donc là, on va faire un peu de produits maraîchers, mais plutôt les produits les plus sensibles, mesclins, fruits rouges, etc., qui résistent mal au transport des confrères que nous sommes un petit peu plus loin sur le littoral. Mais j'ai envie de dire, hein, de point de vue circuit court, 80 km de la Côte d'Opale au bassin minier, c'est encore cachère. Hein, enfin, c'est pas déconnant, quoi. Hein. Mais là, pour commencer, la microferme va faire un petit peu de production d'appoint. L'intérêt aussi, c'est que, là encore, le mangeur, il a besoin de cette hyper-proximité pour comprendre les enjeux d'une relocalisation alimentaire. Donc de voir pousser des légumes un peu en ville, c'est bien. Aussi, au cœur du bassin minier, c'est bien aussi, dans un endroit dédié. Et pour ça, c'est bien aussi parce que là encore, une fois de plus, le cultivateur n'a pas forcément prévu de passer du temps à faire venir des classes, etc. Il y en a qui l'ont prévu, hein, mais d'autres pas forcément. Donc, premier élément. Donc, la livraison, la logistique des derniers kilomètres. Dès lors que ce système diffus commence à se développer, il faut commencer à penser à une alternative d'acheminement des produits sur des points relais, des lieux de vente, etc. Il faut penser une nouvelle logistique. Et puis, ben oui, les incroyables comestibles qu'on peut faire, vous avez tous entendu parler des incroyables comestibles, donc on en fait aussi à Los Angeles. Ben, l'été, ils cannent, hein, parce qu'il n'y a plus personne pour les arroser. Dieu merci, il y a encore des gens qui ont les moyens d'aller en vacances. Du coup, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Ben voilà, tous ces petits maillons manquants qui fait qu'à un moment donné, la mayonnaise ne prend pas, parce qu'il y a juste
pas la main qui fait l'accompagnement jusqu'au bout, et donc là, c'est une intention servicielle nouvelle, eh ben, on essaye de l'inventer au travers de cette opération, qui se veut être aussi emblématique au niveau national, au travers du réseau Cocagne, qui s'intéresse beaucoup aussi à ce type de développement de nouveaux. Pareil, on parle de tiers-lieux culinaires aujourd'hui, pour parler de comment on va faire des conserves ensemble. C'est chiant de faire des conserves tout seul. Il y en a déjà qui ont fait des conserves ici. Tout seul, c'est chiant, quoi. Faut nettoyer les bocaux, les machins, pour bien les stériliser. Faut tout couper, etc. C'est pas forcément le jour où le gamin il a prévu d'y participer parce qu'il s'est arrangé pour aller au foot ou j'en sais rien. Enfin, c'est toujours un peu merdique. Par contre, ensemble, quel plaisir d'embaumer toute une salle là, avec des trucs de confiture, de machin, etc. Ben voilà, cette histoire de faire société autour de l'alimentation, c'est simplement avoir un tiers-lieu qui s'appelle une cuisine où ensemble, parce qu'il y a un peu de place, on peut se retrouver à 10 pour faire des conserves. Voilà. Donc dans cette micro-ferme, c'est ce qu'on va faire. Et cette micro-ferme, ce qui a été vraiment abondant pour nous de magie superbe, c'est qu'on a rencontré une certaine Marie Forquet, comme tu disais, qui crée un projet où il y avait du tourisme, de la turbine, un nouveau projet d'économie solidaire. Qu'est-ce qu'elle avait encore, Marie Café citoyen, elle vient de la culture, elle voulait lier tout ça avec un petit jardin, et nous on lui ramène plus qu'un petit jardin en définitive. Vous voyez, à travers de tout ce machin. Et aujourd'hui, c'est en train de se faire, pouf, du jour au lendemain, plus vite qu'on l'imaginait, sur un lieu que je vous invite à aller voir pour voir le début et voir la suite, qui s'appelle le site Cité du 12, donc la maison de l'ingénieur, anciennement maison BMU, rue Vasco de Gama à Los Angeles, avec en plus cette opportunité, c'est que quand on ouvre les portes, en fait, le coron qu'on voit, il est à Lens. Et du coup, ça oblige un peu Lens de considérer que ce truc qui est à Los Angeles pourrait être un superbe enjeu de liaison d'un travail en commun qu'on peut avoir autour de l'alimentation. Alors je pense qu'en plus, le président de l'aglo est le maire de Lens. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà. Ce que j'entends quand même par rapport à ce retour d'expérience-là, c'est que mine de rien, dès qu'on veut rentrer dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on est confronté très vite à une réalité que l'ensemble des acteurs qu'on voudrait associer ne sont pas forcément dans une logique d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ils sont dans une logique de chaîne de valeur où tout simplement il faut vendre un produit. Donc ils sont calibrés, ils sont organisés pour vendre un produit. Là, le projet qui est porté, c'est un projet qui est une solution beaucoup plus globale, qui va prendre en compte du coup les enjeux par rapport à l'alimentation, mais pas que, par rapport à la santé, par rapport à un enjeu de lien social sur le territoire, d'attractivité, de plein de choses. Et les acteurs, de fait, ne sont pas forcément calibrés pour ça. On parlait des agriculteurs, ils ne sont pas forcément de fait à la base calibrés pour aller vers le bio et pour intégrer le bio dans quelque chose de beaucoup plus global qui n'est pas simplement de vendre le bio. Et en plus, c'est flippant. Donc du coup, il faut quand même au bout d'un moment un acteur, c'est ça que j'entends aussi, qui va combler un petit peu les manques qu'il peut y avoir chez les autres acteurs en termes d'organisation pour pouvoir mailler tout ça. Une conjonction d'acteurs qui veulent faire un levier. Oui. Il y a un politique qui ne peut rien faire tout seul, mais on a un politique qui en a une paire, et grâce à sa paire, on peut, à un moment donné, établir un rapport d'exigence vis-à-vis, effectivement, d'une communauté locale de producteurs. Si à un moment donné, le maire n'avait pas chouiné plus d'une fois pour dire, là aussi, il faut regarder ces aspects-là. S'il n'y a pas une histoire qui fait qu'à un moment donné, les agriculteurs ne sont pas rappelés à l'ordre parce qu'ils dégueulassent les chemins, qu'à un moment donné, on dépasse la FNSEA qui est venue voir une fois le maire pour effectivement être en confrontation par rapport à ça, et que le maire n'a pas d'argument. S'il ne vient pas opposer des arguments pour dire non, je ne me ferai pas avoir par vos arguments, je privilégie le bien-être des habitants, le machin, etc. Et si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tant pis, on arrête. S'il n'y a pas ça déjà, s'il n'y a pas déjà cet acteur-là, c'est un peu compliqué, quand même. Après, les uns peuvent s'entraîner vis-à-vis des autres. Mais il faut cet acteur-là. Après, il faut éventuellement un animateur ou un père qui soit... Alors, ça aurait peut-être pu être juste Pierre Damageux. Là, ça a été Pierre Damageux et un peu Dominique Hess, Terre d'Opale, etc. Des gens dont on aurait pu croire qu'ils avaient un peu d'entre-gens, vous voyez, pour écouler des produits au moins. Ou en conseil en maraîchage. Et il faut aussi des agents de collectivité qui soient préparés à aller arrêter de travailler en silo et jouer le risque de l'autre dans ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, la transversalité des services, des actions, des machins, etc. Vous voyez ? Il faut quand même cette conjonction, plusieurs acteurs, plusieurs astres qui s'alignent. Et ça, c'est un travail.
un travail notamment qui a été réalisé par Julien aussi, qui a du coup énormément travaillé sur, mais finalement quels acteurs on peut mettre autour de la table pour avoir cette globalité dans le projet. Et finalement, beaucoup d'acteurs que tu as mis dans la table sont rentrés dans la dynamique. Moi, j'aimerais bien savoir comment, dans ton travail, tu es parvenu à arriver à un projet aussi global avec autant d'acteurs impliqués. Je ne sais pas si moi j'ai mis beaucoup d'acteurs autour de la table. Moi, je m'occupe beaucoup en ce moment de mettre les bons acteurs autour de la table à l'échelle d'Aglo. C'est ça que je fais. C'est pas forcément. Disons que ce qui est fait à Los Angeles, c'était prototypé, ça fonctionne, on a des résultats. Les cantines sont en bio, pas complètement en local, mais voilà, la surface agricole utile, Dominique en a parlé, les agriculteurs en parlent d'eux-mêmes. Enfin voilà, la mayonnaise a pris par des pairs, mais par des tiers aussi. Le fait que Dominique intervienne non pas comme un agent de la mairie, ni comme un agriculteur de Los, ni comme le maire de Los, mais comme un agent extérieur en capacité de comprendre ces enjeux-là et de faire dialoguer les uns avec les autres vers un objectif commun, ça joue quand même beaucoup. Donc ce rôle de tiers-là, il est important dans le fait que la mayonnaise prend. Moi, du coup, mon enjeu maintenant, c'est de faire passer cette mayonnaise à l'échelle de l'agglo. Et c'est à la fois simple et compliqué. Simple parce que Jean-François Caron est vice-président de l'agglo. Donc on pourrait penser qu'il aurait toute l'attitude pour mettre en place une politique de transition alimentaire. Et compliqué parce qu'il est dans un système politique d'agglo qui ne pense pas encore aujourd'hui la question de la transition. Donc il l'appelle le ver solitaire, Jean-François Caron, dans ce contexte-là, pour vous dire la difficulté que ça peut être d'essayer de travailler ce système-là. Voilà, on n'est pas dans un repère où on n'a que des amis. Heureusement, il y a quand même des gens sur lesquels on peut s'appuyer, notamment des techniciens et des élus, qui sont en capacité de comprendre ce qu'on veut faire et de voir les enjeux qu'on partage à le faire avec eux. Jean-François, il est vice-président à la question de la transition. C'était une belle façon de ne pas lui donner de service en propre parce qu'il n'y a pas plus transversal et donc forcément, en gros, soit tout le monde s'en occupe, soit personne s'en occupe de la transition. Là, sur la question alimentaire, on s'est donc rapproché du vice-président à l'agriculture qui, au départ, avait une vision de travailler la question du foncier. Voilà, c'était ça, avoir des réserves foncières, indemniser les agriculteurs, voilà, c'était son objectif. Et on s'est appuyé aussi sur le technicien qui devait travailler ces questions-là pour les amener à penser qu'on pouvait aller au-delà de la question du foncier et travailler vraiment un système alimentaire territorial qui touche aux enjeux d'économie. Alors il a fallu se rapprocher aussi du VP économie pour essayer de voir si on avait au moins un laissez-passer pour avancer sur ces questions. Ensuite, on s'est rapproché du vice-président à l'eau, parce qu'il y a des enjeux avec la manière dont on infiltre une eau de qualité ou pas, sur de protéger ou pas le sol. On s'est rapproché de toute une série d'acteurs, et on a réussi progressivement, bon an, mal an, à positionner une ambition à l'échelle de l'agglo de travailler cette question alimentaire. Voilà, c'était la seule ambition, c'est OK, on va le faire. On a essayé de créer un budget, on s'est ratamé, ça a été sucré, et on y revient cette année. On revient avec cette même ambition de travailler le système alimentaire, mais cette fois-ci un peu plus solide que ce qu'on était l'an passé, avec un technicien qui a un peu plus envie d'avancer sur la question, des vice-présidents qui ont un peu mieux compris les enjeux de transversalité, et donc finalement, il y a progressivement une situation de confiance au sein de l'institution, qui est encore très fragile, parce qu'elle n'a pas conduit encore à amener des résultats concrets pour l'agglo. Donc tant qu'on n'a pas de résultats sur lesquels s'appuyer, ça peut être vite détricoté. Mais malgré tout, voilà, on avance. Donc on va dire que moi, je n'ai pas la prétention de dire que le système vital et la transition alimentaire à Los Angeles, j'y ai participé au-delà d'accompagner, de jouer ma petite partition. Par contre, effectivement, maintenant, je m'occupe énormément de faire monter ça à une échelle d'agglo. Et voilà, c'est d'autant plus compliqué que, en gros, moi, je suis rien pour l'agglo. Je suis le directeur de cabinet de la ville de Los Angeles. Donc j'ai rien à faire à l'agglo. Et quand il me voit arriver, en gros, soit je suis l'œil de Moscou, soit je suis l'œil Moscou, donc ça peut être soit Jean-François Caron, soit le directeur de cabinet de l'agglo, qui est mon homologue. Donc quand je vais bosser avec des techniciens à l'agglo ou des vice-présidents à l'agglo, c'est très compliqué. Et en fait, il y a une difficulté à savoir s'ils sont en confiance vis-à-vis de moi. Voilà, donc, mais on y arrive progressivement. Mais cette difficulté, beaucoup d'entreprises qui sont dans cette trajectoire économie à fonctionnalité la rencontrent
Je pense notamment à un groupe habité au sein du Club Noé qui essaye justement de prendre en charge plusieurs enjeux du territoire, mais finalement, je sens que tôt ou tard, le jour où ils seront confrontés à une collectivité, est-ce qu'ils seront perçus comme légitimes? Est-ce que pour prendre en charge tous ces enjeux? Pas forcément. Ça veut dire que par contre, dans ton travail, dans ton rôle qui a été le tien dans le changement d'échelle, tu as dû passer un temps assez considérable, j'imagine, à identifier mais qui peut faire ressource par rapport à mon objectif qui est le changement d'échelle, et qui peut aussi comprendre que qui est capable d'enlever sur ma tête peut-être la pancarte directeur de cabinet de Jean-François Caron, mais plutôt et qui est capable de me donner une pancarte maintenant porteur de projet pour démultiplier l'impact du projet vital. Nous, dans notre jargon, on appelle ça des investissements immatériels. Tout le temps que vous acceptez de passer à essayer de développer la coopération, c'est un coût. On appelle ça un investissement immatériel. J'imagine que tous les acteurs qui viennent d'intervenir, pareil Olivier pour la condition publique par rapport à ses clients, etc., c'est essayer de développer une communauté, tout ça, ça prend du temps, c'est un investissement. Julien, pareil, tu confirmes un peu ce... Oui, je confirme. Et effectivement, je pense que tout le monde le partage ici, de créer des situations de confiance où on sait se reconnaître. Je ne sais pas du coup si on tend vers ça ou pas, mais on pourrait parler aussi du projet de monnaie complémentaire, Dominique, que tu es en train d'imaginer avec Marie, justement, pour arriver à se donner justement un système de valeurs qui fait que cette confiance, c'est pas qu'elle est monétarisée, mais c'est qu'on a un outil de mesure de la confiance. Alors, ça se fait pas entre techniciens d'institutions politiques ou d'institutions publiques, mais dans le cadre de la micro-ferme servicielle, il y a bien une idée, puisqu'on est sur de l'économie interstitielle qui redonne des fonctionnalités nouvelles au quartier, avec des échelles nouvelles, puisqu'on n'est plus sur l'os, sur l'anse, on est sur une centralité d'agglo maintenant, avec des acteurs différents, des citoyens, des entrepreneurs, etc., de leur donner la capacité de pouvoir aussi acheter autrement qu'avec des euros. Et je pense que Dominique, ce serait bien que tu en dises un mot aussi. Ouais, alors, rapidement, s'il te plaît, peut-être, mais juste quand même un truc. Je reviens quand même à cette histoire d'investissement. rapidement, Non, mais l'investissement immatériel quand même un peu. L'investissement immatériel, c'est quoi l'investissement immatériel? Je ne peux faire pour moi un investissement immatériel que si j'y ai un gain. Le gain, ça peut être juste la passion. L'agriculteur qui passe du temps à faire du YouTube alors qu'il vous a seriné pour dire moi c'est du business, faut voir, machin, etc. Et que vous voyez tout le temps dans tous les champs maintenant du Nord-Pas-de-Calais en train de faire des films, c'est bien qu'à un moment donné il y a trouvé un gain, c'est la passion. Voilà. Donc la passion peut être un moteur de l'investissement immatériel qui fait que ça fait même pas mal d'investir immatériellement. Regardez, quand je suis là, qu'est-ce que je fais? Je gagne ma vie quand je suis là, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais augmenter mon chiffre d'affaires, c'est pas sûr. Voilà. Et c'est pareil pour Thierry Baillet. C'est pareil pour des éléments de motivation. Là, on a l'impression que ça va être compliqué de faire les trucs ensemble au niveau d'une collectivité. Et tout y quanti. Je voulais insister sur ce point, parce que l'investissement immatériel, il y a un gain. Un gain, c'est la passion. Et la passion, elle est toujours emmerdée dès lors qu'il y a des flips. Elle est embrouillée par, effectivement, la peur de l'autre, la peur de ceci, le qu'en dira-t-on, etc. Donc, dès lors que tout de suite, on arrive à travailler sur les flips, on arrive à dépasser le flip par tous les subterfuges possibles et imaginables, toutes les offres possibles et imaginables, et ben on peut installer la passion, et donc on peut installer les projets, et donc on peut installer un monde nouveau. Voilà, parce que ça nécessite, pour faire un monde meilleur, d'y mettre un peu de temps quand même. Hein, voilà. Je voulais juste insister sur ce point. Merci beaucoup. Emmanuel, le mot de la fin, parce que j'aimerais qu'on ait du temps pour que la salle puisse poser également des questions. Le CERD, du coup, mène aussi un parcours d'accompagnement pour des collectivités vers l'économie de la fonctionnalité. Là, on vient d'entendre plusieurs retours d'expérience assez intéressants. Finalement, selon toi, qu'est-ce qui pourrait être une politique publique de développement qui favorise la coopération entre les différents acteurs économiques? Elle serait constituée de quoi, cette politique de développement favorisant la coopération? Je vais te répondre, mais alors juste avant, je voulais indiquer que j'étais assez amusé du ton un peu modeste de Dominique au démarrage de la table ronde, en disant bon, on fait l'écopole, on fait ça, etc. En fait, moi, je voulais souligner que c'est un projet qui est assez exceptionnel, qui fait l'objet de toute notre attention chez nous au CERD, et notamment on cherche à développer un produit touristique de visite d'études, de tourisme d'études sur ce site.
compris sur Los Angeles d'ailleurs, considérant que c'est vraiment un endroit à visiter pour y apprendre des tas de choses. Et on organise un certain nombre de visites avec un système d'effets miroirs, d'échanges miroirs. Et les gens ressortent de cet endroit-là transformés. Voilà, avec des jeunes me disant je pense que je vais poursuivre dans cette vocation-là de travailler sur les questions alimentaires. D'autres disant mais moi j'ai compris ça, je vais travailler autrement, même si je ne travaille pas sur les questions alimentaires, je vais essayer de faire autrement dans mon job habituel. Voilà, donc du coup tout ça pour vous dire que je vous incite à nous passer un coup de fil si vous souhaitez visiter cet endroit. Qui vous permettra de voir un peu plus que peut-être les 3-4% du projet que tu as présenté aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus large. Tu as l'habitude de présenter l'écopole comme un couteau suisse pour montrer la richesse en fait, du contenu. Mon prompteur, c'était vital. Oui, c'est ça. Ah ben d'accord, ok. J'avais pas vu en fait moi ce truc-là. Moi je notais la question des méthodologies, des façons de faire différentes en matière de gestion de projet. Voilà, des choses complètement différentes, ça a été cité tout à l'heure. Et ça, c'est pas évident. Là, on a quand même deux exemples assez, je vais pas dire uniques, mais assez particuliers quand même. On retrouve pas ça partout dans les collectivités. Avec Nathalie Bardaille, ici présente, on travaille ensemble effectivement sur l'accompagnement de territoire. Et c'est quand même pas évident dans les services des collectivités de vouloir essayer d'insuffler une façon de travailler différente, au-delà de sortir des silos, voilà, d'avoir d'autres méthodologies innovantes, voilà, avec d'autres clés d'entrée, etc. Et surtout de tenir ça dans la durée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a souvent une écoute un peu au démarrage sur on va faire autrement, etc. Puis après, au fil du temps, ça peut s'évaporer un petit peu. Et donc voilà, ça c'est un élément qui me semble important. Et l'autre chose que je relevais, c'était la question de l'attitude. Attitude, comment dire, on va dire proactive, c'est-à-dire que d'invoquer la complexité du système, la difficulté du système, les mastodontes que sont l'agroalimentaire ou les grandes et moyennes surfaces, etc., ne fait que cultiver cette complexité finalement. Et donc l'idée, c'est d'avoir un état d'esprit où on cherche à trouver des solutions, d'être entrepreneur, d'avancer sur des cas concrets. D'ailleurs, les collectivités finalement, comité de communes d'Audruic et Los Angeles, ont démarré par des choses concrètes pour enclencher les choses. Alors du coup, sur une politique publique, on est en train de décortiquer ça. Là, en ce moment, on n'a pas tout fini, mais je notais quelques idées. Une politique publique qui favorise la coopération. Il y a quelques préalables. D'abord, une politique qui n'est pas définie à l'avance. Voilà, déjà ça paraît bête à dire, mais ça n'empêche que dans la plupart des cas, c'est quand même défini à l'avance. Donc du coup, ça ne favorise pas forcément la coopération et l'envie de s'engager, le sentiment de réussir quelque chose, etc. Deuxième préalable, c'est d'avoir aussi pour les équipes qui travaillent sur ces politiques publiques, tirer les conclusions des limites de la manière dont on fait aujourd'hui pour concevoir ces politiques. Voilà, et de se dire qu'il faut certainement s'intéresser à la question des besoins, par exemple, pour définir les choses de façon le plus juste. Troisième préalable, c'est d'avoir aussi posé le postulat que les enjeux sont complexes. Et que du coup, pour répondre à ces enjeux, donc on n'est plus dans un monde simple, linéaire, etc. Il y a des tas d'interactions, on le sait très bien aujourd'hui, et donc il faut une coopération autre, une coopération XXL où chacun a un bout de solution. L'idée aussi, c'est que ces politiques puissent faciliter la montée en compétence de chacun finalement. Qu'il y ait une meilleure compréhension finalement du monde, des contraintes, de ce que l'on peut faire, des contraintes techniques, juridiques, etc. Que tout le monde puisse évoluer ensemble et que donc du coup on ait un sens des responsabilités qui évolue aussi.
Il y a un autre élément qu'on a touché un peu du bout des doigts tout à l'heure, c'est finalement aussi une politique qui puisse révéler la coopération et qui puisse mesurer ça. Voilà, le montrer concrètement. C'est-à-dire, à un moment donné, s'arrêter et se dire, ben voilà, le chemin qu'on a parcouru, la manière dont on a travaillé, ça a généré quoi ? Et du coup, pour se donner toutes les chances finalement déjà de se reconnaître les uns les autres, reconnaissance des efforts accomplis, et puis de cultiver la motivation. Voilà ce que notre président indiquait au démarrage sur l'enquête concernant les emplois générés par les démarches d'accompagnement. Ben voilà singulièrement une mesure qui est de nature à motiver et puis à se dire, bah oui, on est dans la bonne direction. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Le renouvellement des outils, évidemment, il faut être complètement innovant sur la manière de faire, s'entourer des bonnes compétences, ça a été illustré par les trois exemples, et puis chercher à agir au plus proche des préoccupations des citoyens, voilà, et alors notamment sur cette question alimentaire, ça me semblait excessivement important. L'année prochaine, on fête les 30 ans du rapport Brundtland 87, le rapport qui nous donnait des directions sur le développement durable, répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, et elle soulignait cette question de finitude des ressources, mais surtout la question de la réponse aux besoins des plus démunis. Voilà. Et donc effectivement cette question, du coup un projet alimentaire est idéal pour répondre à ce type de besoin, mais alors c'est idéal aussi dans un territoire pour effectivement, on l'a dit tout à l'heure, toucher, agir sur des tas de sujets, que ce soit sur la question foncière, la mode de consommation, de production, d'éducation, de plaisir, de tourisme, etc. etc. Ça, c'est un sujet idéal de développement durable sur un territoire. Merci beaucoup. Passer maintenant aux questions de la salle. Prendre un temps important pour que vous puissiez questionner les intervenants. C'est toujours la première qui est la plus compliquée. Merci Raphaël. Tu peux te présenter du coup aussi. Donc Raphaël Faucheux, je travaille dans les produits bio également, avec un magasin à Lille, Harmonie Nature, et j'ai eu la chance de suivre le parcours des communes de fonctionnalité que j'ai terminé récemment. J'avais une question pour Olivier, on se connaît. Est-ce que vous avez réussi à monétiser votre nouvelle offre de service ? Et si oui, comment ? Et la deuxième, je fais appel à ton intuition. Est-ce que, et je pose la question sans arrière-pensée, est-ce que tu penses que on est capable de mener une étude avec des résultats significatifs sur l'impact de la santé uniquement pour l'instant en changeant les comportements alimentaires sur les fruits ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas une étude plus globale sur l'ensemble de l'alimentation des gens ? Bonsoir Raphaël. Alors, pour répondre à la question de la monétisation, oui. Sans rentrer dans les détails, au même moment qu'on participait au parcours de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on avait déjà engendré des coopérations avec des entreprises et un accompagnement aussi sur la durée. Ça n'a fait que renforcer notre sentiment justement qu'il fallait au bout des choses, mais on a déjà travaillé sur cet aspect avec différentes entreprises, notamment tout à l'heure je citais l'entreprise qui sortait d'un plan social et qui avait besoin de recréer un temps justement de recréation de lien social. Là on va entamer la deuxième année avec elle et poursuivre la suite du programme co-construit. Donc oui, on a réussi à monétiser. Maintenant, on n'en est qu'au début. Et c'est sûr qu'effectivement, avec tout à l'heure, je parlais d'évaluation d'impact de nos actions, c'est un enjeu supplémentaire qui va rentrer en ligne de compte. Mais en tout cas, l'aspect monétisation, on y travaille. C'est pas non plus abouti, mais il y a déjà des premiers résultats et on y arrive. Maintenant, par rapport à la question de la tuition, alors ça rejoint justement ce programme scientifique. C'est que, en fait, je disais tout à l'heure qu'on était en phase d'étude de l'art, donc savoir quelles études avaient été menées, comment ça avait été fait. Et au début, on voulait, alors on fait pas que des fruits. Hein, tout à l'heure, je parlais de produits locaux pour des petits déjeuners, c'est quand même assez large. Mais 90% de notre offre, effectivement, se passe avec des producteurs de fruits et légumes. Néanmoins, par rapport à cet aspect fruits, par rapport à l'objet d'étude scientifique, si on est trop large, si on veut étudier les comportements alimentaires de tout,
parce qu'on peut parler de la viande également, ça serait vraiment trop compliqué. Mais on en est arrivé justement avec les différentes parties prenantes du consortium, je pense, à valider une étude de recherche qui sera focalisée sur les fruits et légumes, parce que c'est plus simple, parce que la définition du comportement alimentaire peut être très large. Je veux dire, on n'a pas forcément la même notion de comportement alimentaire si on est naturopathe que la médecine traditionnelle. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Ça se rejoint beaucoup, essentiellement, sur les fruits et légumes, et c'est pour ça que notre objet d'étude se focalisera dessus. Voilà, tu vois, cette question-là, il y a encore 15 jours, 3 semaines, je pense que j'aurai encore des doutes, mais en creusant vraiment beaucoup, puisqu'on est en plein dedans, là, on s'aperçoit vraiment qu'il faut se focaliser sur les fruits et légumes. Une autre question ? D'abord, un grand merci parce que vous êtes tous les quatre passionnants. Est-ce que le fermier dont j'ai oublié le nom là, Thierry Baillet, est-ce que le fait d'avoir basculé, donc peut-être qu'il a retrouvé du sens, et est-ce qu'il est aussi plus profitable ? Est-ce qu'il fait plus de profit en gros ? Ouais. Aujourd'hui, il y a une ligne de tension qui se dessine entre les agriculteurs à Los Angeles, entre les bio et les non bio, parce que les bio génèrent du profit. Ils font de l'argent en fait. Donc ouais, ils rendent les autres jaloux et envieux aussi. Et les autres auraient envie de rentrer dans la démarche, mais ils savent pas forcément comment faire. Et puis bon, voilà, il y a des questions de posture, c'est compliqué, mais oui, clairement, ils y gagnent. Oui. Alors, ce qu'il faut déjà dire là-dessus, c'est que les EBE, donc des exploitations, des excédents bruts d'exploitation, des exploitations, enfin des fermes biologiques, se portent bien, merci, dans l'absolu. Après, c'est qu'est-ce qui fait que je vais y arriver ? Donc on revient à ces histoires de trouille, etc. D'accord ? Donc il suffit que vous alliez voir ce site de ce monsieur, en plus, c'est passionnant, vous allez apprendre des tas de trucs sur l'agriculture. Moi-même, je regarde de temps en temps parce que les chicons, je ne sais pas encore tout. Il fait tout, il s'en va tout voir, etc. Je vous assure qu'il n'est pas parti dans un bad trip comme ça, en disant ça y est, je vais vivre tout nu, etc. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau de... Mais je crois qu'il a compris que Rome ne va pas se construire en 3 semaines. Et que maintenant qu'il a compris qu'il était rassuré, qu'il était avec des gens et qu'il commençait à maîtriser le truc, il fait son itinérance pour y arriver. Ce sera intéressant éventuellement de passer la parole à monsieur qui est là-bas, qui lui a un bon EBE justement en pratiquant la bio. Voilà, c'est juste ça qu'il faut, à mon avis, bien situer. L'autre système, l'autre orientation technique qui consiste à vendre dans la bio, et de surcroît éventuellement dans un système alimentaire local, a fait la démonstration déjà sur le papier, ou par l'expérience de ceux qui ont réussi, que c'est gratifiant, que c'est intéressant, que c'est moins menaçant. Où vous n'allez pas forcément gagner les mêmes choses. La monétisation, oui, elle est importante parce qu'on ne va pas payer avec des ronds de carottes nos salariés. On est d'accord. Mais quand on parlait tout à l'heure de monnaie complémentaire de machin, la question derrière, c'est la reconnaissance effectivement de la valeur qui est créée, quelle qu'elle soit la forme de reconnaissance. Il y en a une qui est assez facile, assez palpable, qui est effectivement la monétisation. Il y en a d'autres, et je pense qu'à un moment donné, après avoir viré son comptable, on peut envisager aussi de virer aussi la possibilité d'être que dans une monétisation pour arriver effectivement à faire que la valeur elle soit reconnue d'une certaine manière et pas que moralement elle donne de l'énergie et des capacités d'aller plus loin effectivement dans une dynamique de changement. Voilà. Mais tu voulais rajouter quelque chose, je pense. Sûr que tu vas pas dire autre chose. Oui, Mathieu Lancry, je suis paysan bio dans le Douaisis, et membre du bureau du Gamnor et président d'une coopérative qui s'appelle Nora Bio, donc coopérative de fruits et légumes, sur les Hauts-de-France. Je voulais intervenir justement sur les questions du fait de gagner de l'argent en bio. Effectivement, le gros avantage dans bio aujourd'hui, c'est quand même on a une forme de stabilité
comme ça, des revenus, parce que alors, notre variable aujourd'hui, c'est quand même plus le rendement qui varie beaucoup plus qu'en conventionnel. Par contre, les marchés sont quand même beaucoup plus stables et on les construit. C'est-à-dire que nous, on s'est investi producteurs dans la construction de nos filières pour accompagner notre produit jusqu'au bout, pour justement créer des alliances avec certaines personnes, certaines entreprises pour pouvoir justement créer de la valeur ajoutée dans nos fermes. Nous, on est coopératif, donc c'est bien un prolongement de l'activité agricole de nos entreprises. Et c'est bien les agriculteurs, c'est bien les producteurs qui sont aux manettes de cet outil, quoi. Et par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la plupart des adhérents qui sont passés en bio et qui font une conversion progressive, régulièrement gardent un peu de surface parce qu'on a de la betterave sucrière en région et que c'est attaché, enfin c'est ce que disait tout à l'heure Dominique, hein, c'est dans le cœur des producteurs, la betterave sucrière c'était quelque chose, une valeur sûre il y a quelques années. Et on s'aperçoit que quand ils passent en bio, ils gardent quelques surfaces pour pouvoir continuer à faire cette culture en conventionnel. Et au bout de 3 ans, ils laissent tomber la betterave et ils disent c'est bon, on passe tout en bio parce que de toute façon, ils ont retrouvé du sens dans leur travail en faisant ça. Ils ont retrouvé le fait d'être reconnu vis-à-vis de leurs congénères, de leurs concitoyens. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important qui est au-delà de la rémunération des produits. Du coup, je vais en profiter par rapport à une question de la fonctionnalité par rapport à l'agriculture biologique. Je pense que les produits bio ont cet avantage qui, justement, tout à l'heure, on parlait de 500 heures de désherbage manuel à l'hectare. Quand on fait un hectare d'oignons, ça crée énormément d'emplois. On est entre 40 et 50% d'emplois en plus par structure, alors notamment en légumes, hein, pas forcément en élevage ni en céréales, mais notamment en légumes. J'ai des collègues dans le Cambrésis où ils se sont réunis à 4-5. Il y a 6-7 ans, un seul producteur gérait tout seul 200 hectares. Aujourd'hui, il y a 4 personnes qui gèrent les mêmes 400 hectares, ouais. Et il y avait 52 salariés pendant l'été. Ils ont fait plus de 16 000 heures de travail cette année. Avec des gens souvent quand même éloignés de l'emploi quand même, donc c'est quand même des gens, mais du coup c'est de l'emploi local qu'on ne peut pas délocaliser. Et donc voilà, vous voyez la différence de rapport par rapport à ça. Et aujourd'hui on en est dans des démarches de groupement d'employeurs et d'insertion et de qualification pour justement faire monter ces gens en compétences, en qualification, pour qu'ils deviennent autonomes par rapport à leur travail, pour trouver des chefs d'équipe pour pouvoir justement continuer à développer. Et voilà, aujourd'hui on est vraiment dans un système où pour nous les produits bio, on fait de l'environnement parce qu'on ne pollue pas l'eau et du coup ça c'est des externalités qu'on n'avait pas à payer par ailleurs. Alors vous le payez quand vous achetez votre produit bio, mais vous ne le payez pas avec votre facture d'eau. En théorie, parce que forcément on n'est pas encore majoritaire dans le territoire, hein, mais voilà, vous voyez l'idée derrière ça. Je pense que nous on est quand même... c'est quasiment génétique dans notre code aujourd'hui. On fait de l'économie circulaire et de la fonctionnalité sans le savoir, mais ça fait partie de notre... comme Dominique le disait, on est tombé dedans quand on était petit. Alors, bon, j'en ai peut-être pas pris assez parce que j'ai pas la même carburance que toi, Dominique. Mais je pense quand même que, en même temps, Dominique, je le connais bien, ça fait quand même quelques années qu'on se côtoie. On avance au fur et à mesure et on est qu'au début en fait des partenariats qu'on peut faire en bio sur ces questions-là. Tout ce qui est relocalisation, aujourd'hui notre projet politique de Nora Bio, parce qu'on s'est doté d'un projet politique pour savoir pourquoi on faisait une coopérative avec des producteurs de 1 hectare jusqu'à des producteurs de 200 hectares. On arrive à trouver un espace commun, un projet commun à être ensemble dans une coopérative commune. Et ce projet, il est bien de relocaliser en fait la distribution de nos produits. Aujourd'hui, 80% de nos volumes partent sur d'autres régions, alors notamment avec Biocop. Notre objectif politique, il est bien de relocaliser, de recréer des systèmes alimentaires de proximité, de recréer des points de vente localement, de faire ce qu'a fait Dominique à Terre d'Opale ou à Los Angeles, de pouvoir justement trouver des alliances qui nous permettent justement d'avancer là-dessus. Et je pense que c'est là l'enjeu de l'agriculture biologique de demain. C'est vraiment de pouvoir être une agriculture moderne, parce qu'on est moderne, hein, vous voyez les vidéos de Thierry, elles sont assez impressionnantes de ce point de vue-là. Et puis moderne dans le sens où on ne fait pas de l'économie de la même façon, quoi. Thierry, il pilote son tracteur à distance et il surveille ses parcelles avec un drone. Hein, tu vois, c'est pour vous dire... ouais, ben voilà. Alors, du coup, moi, en réaction, on a prochainement le directeur général de Pôle emploi national qui vient à Los Angeles pour justement voir si les questions de transition, ça crée vraiment de l'emploi, quoi. Parce qu'il ne sait pas trop et donc il a besoin d'avoir un retour d'expérience. Donc, on en rediscute parce que ça vaudrait le coup de pouvoir organiser une petite tribune à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je me levais. Donc Bertrand Tullier. Donc moi, je voudrais savoir si sur Los-Anguel, vous avez prévu, si les 15 hectares en fait sont gelés pour des agriculteurs qui sont déjà, enfin voilà, qui étaient en transition sur la bio, ou si vous avez prévu en fait de faire évoluer les choses et que ce soit d'autres agriculteurs qui ne sont pas encore passés à la bio qui puissent venir s'essayer sur ces terres, puisqu'elles sont déjà en fait certifiées et qu'ils puissent voilà, acquérir de nouvelles compétences. Aujourd'hui, on est sur des attributions définitives de ces terres. Donc l'idée, c'est de pérenniser l'activité d'agriculteurs qui s'essayent à la bio dessus. Et la logique, c'est plutôt de continuer d'agir par opportunité, c'est-à-dire dès lors qu'on aura l'occasion à nouveau de récupérer des terres, moyennant notre capacité à intervenir et investir là-dessus, et de poursuivre la démarche et de le faire surtout maintenant avec des moyens qui sont ceux de la communauté d'agglo. L'idée, effectivement, c'est de changer le plateau de jeu au niveau, effectivement, d'agglomération. Et là, du coup, l'effet de levier pourrait être beaucoup plus conséquent, beaucoup plus impressionnant. Hein? Alors, la première action de l'agglo, ça a été d'organiser un forum des acteurs de l'agglo, des collectivités justement, et c'est la première fois que l'agglo voyait défiler autant de monde dans sa salle communautaire. C'est-à-dire qu'il y a un appétit énorme des collectivités alentours pour questionner ces enjeux d'alimentation. Mais le cadre n'existait pas jusqu'à maintenant. Et finalement, ce qui se fait à Los-Anguel, c'est à double tranchant. À la fois ça inspire, et en même temps ça énerve. Parce que c'est toujours Los-Anguel, du point de vue de nos voisins, et en même temps, ce qu'on fait, ça donne aussi des pistes, des orientations, des fois parce qu'on se plante aussi, puis ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc on est dans ce jeu-là, historiquement. Le fait que le cadre d'agglo se constitue, on est maintenant en capacité de coopérer avec d'autres villes. Il y en a 6 ou 7 qui se positionnent sur des enjeux communs, mutualiser une légumerie, massifier la commande publique ensemble, c'est-à-dire de ne plus être maintenant sur des enjeux de marché public en silo dans nos villes respectivement, mais de le faire maintenant à l'échelle de 6 ou 7 villes. Donc on monte d'échelle tout de suite, et donc on n'y est pas encore, mais on sent la démarche s'initier, et donc on est maintenant sur la question de qui prend la main, ce qui est absolument un luxe. Est-ce que c'est l'agglo ou est-ce que c'est les villes ? Donc voilà, c'est l'enjeu qu'on doit trancher prochainement. C'est absolument génial parce qu'on a ce luxe maintenant d'avoir l'agglo qui voudrait prendre la main, parce que quand même, elle a ce rôle d'animation des collectivités qui ont envie de participer. Alors, encore une autre façon de répondre, hein, juste par des détails. Les paniers Terre de Goël, c'est la mairie du Lu qui les booste. Parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant, que la formule était sympa et que ça pouvait faire une belle page dans le canard local, que de dire qu'il pouvait y avoir cette mise à disposition d'un service nouveau, très concret, qui est de mise à disposition de paniers bio sur une ville, a priori, où il ne doit pas y avoir forcément de commerce bio d'une. La ville de Lens, c'est pareil, les paniers solidaires, c'est l'idée avec les CCAS de travailler sur un ticket modérateur qui permet l'accessibilité à des produits qui sont encore réputés trop chers par rapport aux gens qui sont allocataires des minima sociaux, alors qu'il y a quand même un enjeu de santé publique aussi, enfin de santé à ce qu'ils puissent accéder à ce fameux manger-bouger là, hein, mais qui n'est pas forcément donné à toutes les bourses. Donc la ville de Lens, très concrètement, commence à défendre le dossier. Le fait d'avoir une ferme qui donne sur le quartier où ils ont leur population est un signal supplémentaire qui est donné, qui va peut-être atténuer, je pense, l'arrogance qu'ils peuvent des fois ressentir de la ville qui veut juste se défoncer dans des projets sympas, quoi. Pour dire, mais finalement, on va prendre part un peu au festin par des petits bouts comme ça. Et si on est malin, cette micro-ferme, ces services-là dont je vous parlais d'incroyables comestibles, eh ben, ça ne sera pas forcément la ville de Los qui sera la première à en bénéficier, mais il sera loisible aux collectivités, surtout si c'est soutenu par l'agglo, ce projet, de pouvoir effectivement solliciter les services de cet outil. Oui. Ça va être une autre façon aussi d'avancer, qui est d'être en disponibilité pour pouvoir effectivement donner le goût du bon pain qu'on avait envie, nous, de manger sur l'os.
Bon, par contre, moi, je pense qu'il faut être... ou alors ça a peut-être changé depuis qu'on en a parlé la dernière fois, mais je trouve que l'agglomération commence à se saisir quand même assez vite du dossier. Il y a un début d'une vraie politique structurante où quand on regarde les items, on a l'impression que notre expérience a été un peu capitalisée, qu'on l'utilise et que ça va donner une vraie politique d'agglomération. Là où on ne peut pas dire qu'elle était en avance par rapport à des agglomérations comme Douai, où il y a des choses qui se font, ou je sais pas moi, enfin, il y a eu un peu d'action dans l'agglomération lilloise, mais je sais pas si c'est encore le cas, j'en entends plus trop parler, mais voilà. On s'aperçoit que cette communauté d'agglomération se rend compte là qu'elle tient des dispositifs nouveaux, que finalement la ville pilote du développement durable joue son rôle à l'intérieur de son territoire. C'est un incubateur un peu de nouveaux projets. On voit si ça peut résonner quelque chose de sympa. Et puis on passe tout de suite à une autre échelle, qui est une échelle pour nous de survie aussi des projets qu'on a initiés. Organiser tous les 2 ans une fête de l'agriculture paysanne et du bien vivre alimentaire, ça fatigue. Hein, à l'échelle d'une commune de 6000 habitants, pauvres. Hein, mais rien que pour prendre cet exemple-là. Hein. Organiser du blé dans les écoles tout le temps sans avoir un petit coup de pouce de l'agglo, c'est onéreux finalement, l'air de rien. Et ainsi de suite. Après, il y a 5 personnes qui sont à l'emploi sur une micro-ferme aujourd'hui. Et ça intéresse aussi, ça parle aux collectivités. Jean-Michel Lehorme, j'ai une question pour Julien. Est-ce que vous, dans la collectivité, est-ce que vous avez revu le mode d'attribution quand vous faites des appels d'offres au niveau de l'alimentation? Est-ce que le bio, vous êtes obligé de le prendre parce qu'il est moins cher, ou s'il est un peu plus cher, vous passez outre? Pour l'instant, on est dans le système d'attribution par marché public classique. Donc les écoles sont fournies en bio par les fournisseurs bio classiques qui ne se fournissent pas forcément en local et pas forcément de saison, mais c'est bio et ça répond aux critères du marché public. Donc on arrive à échéance, je crois, au mois d'avril de ce marché. On est en train de se pencher sur la question pour voir comment on pourrait tordre un peu le cou à ces externalités qu'on voit apparaître dans le cadre de ce marché. Alors, il se trouve que, oui, je ne t'ai pas tout dit. Non, en fait, ce qui est un peu compliqué, en fait, c'est que la commune, pour ses repas scolaires, délègue en fait la préparation de ses repas à une société de restauration. La société de restauration vous dit oui, on va mettre dans le cahier des charges des produits 100% écologiques comme vous l'avez demandé. Ça demande quand même un surplus de 11 000 € pour la commune, donc elle assume ça. Hein. Maintenant, il faut dire c'est local. Ah oui, mais alors si c'est local, c'est pas nous qui achetons les légumes. On les achète à Charlet, que vos opérateurs de proximité aillent se voir auprès de Monsieur Charlet s'ils peuvent. Vous voyez, système d'embrouille, on ne sait plus qui est l'interlocuteur, il faut aller voir machin. C'est pas de la faute de celui qui a répondu au marché public. Donc on ne sent pas bien ça. La ville ne fait que 6 000 habitants. La ville de Lens en fait 26 000. Elle a le même problème. On a décidé de se causer pour, à un moment donné, faire poids vis-à-vis de l'adjudicataire du marché. Hein, on en était à ça quand même dans les réflexions. Bon, on a un peu abandonné, on est passé à autre chose, mais on va y revenir là-dessus. Mais on fait des alliances en disant nos intérêts sont communs, on va essayer de se faire respecter auprès de nos adjudicataires de marché. Et si ça ne marche pas, 1 fois, 2 fois, peut-être que la 3e fois, il faudra envisager, comme on est bien en chemin et qu'on s'est rassuré, d'avoir comment on appelle ça, un truc de restauration collective pour nous qu'on a fait, qu'on va réinternaliser si on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Comme à un moment donné, sur l'eau, on a été obligé de réinternaliser puisqu'on n'avait pas ce qu'on voulait. Oui. Donc moi je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que la passion, l'intérêt, l'envie d'en découdre, de ne pas être sujettisé par éventuellement des carcans dans lesquels on est suffisamment signifiante aujourd'hui pour faire en sorte que vous avez des agents de la fonction publique qui se retrouvent pour essayer de trouver un stratagème qui fait qu'on va faire pression sur des gens à qui on achète un service et qui ne nous le rendent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein. Bon, après, il y a encore toute une histoire. Mettre dans le cahier des charges qu'il faut du bio local. Le local, il faut tricher un peu avec parce que normalement, ce n'est pas légal. Je pense encore de le dire comme ça aussi clairement. Vous voyez, faut aménager un peu tout ça. Mais au bout du bout, la résultante, c'est effectivement qu'il y ait quand même de la création de valeur et que les paysans du coin ils puissent aussi vivre effectivement de cette décision politique. Hein. Donc on en est juste là. On va y arriver. À mon avis, il faut encore 2 ans pour arriver à convaincre un Dupont, un Api, de respecter effectivement cette volonté qu'on a, soit à un moment donné de changer d'opérateur en étant peut-être opérateur nous-mêmes.
Et se rajouter une année de plus pour faire une cuisine centrale. Vous voyez ? Cette question du marché public, elle est complexe, il faut plonger dedans. Il y a des enjeux qui nous dépassent, surtout si on le fait en interco. Et ce qui est intéressant, c'est que le CERD travaille justement sur de la ressource et des outils à mettre à disposition des collectivités qui se posent la question. Tu peux en dire un mot ? Oui, alors c'est un sujet qui demande quand même une certaine technicité. Effectivement, on essaye de rassembler les ressources sur ces sujets-là, identifier l'ensemble des astuces. Et actuellement, donc, il y a un programme national sur l'alimentation qui se lance pour essayer de déployer des projets alimentaires territoriaux. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir réunir finalement un certain nombre de collectivités pour essayer de partager un peu les questions de freins, et y compris voilà, certainement les questions liées aux achats publics, pour mutualiser un petit peu les réflexions, les solutions. Et du coup, peut-être que le Club Noé pourrait s'attacher à réunir les entreprises qui travaillent du coup sur la fourniture de ces produits, et puis voir de leur point de vue quels sont les freins, les blocages qui font qu'elles n'arrivent pas à proposer un service tel que nous, on voudrait en tant que collectivité le voir fourni. Et peut-être que CERD et Club Noé pourraient coopérer sur ce sujet, davantage que vous le faites déjà, que vous le faites actuellement. Tout à fait, c'est une bonne transition parce que c'est un projet justement de créer un groupe de travail sur ces sujets. Donc voilà, je pense qu'on peut applaudir nos différents intervenants pour la qualité de ces échanges. Merci beaucoup. Je vais être très bref, je vais faire 2 mots de conclusion par rapport à ça. Donc merci parce que ça nous a permis de voyager dans le pays de l'alimentation durable et avec énormément d'initiatives, c'est extrêmement riche. Je retiens le bon mot de Julien qui nous disait qu'il y avait un appétit pour les questions de l'alimentation. C'était bien senti. Je pense qu'effectivement, sur ces questions, on l'a vu par rapport à un enjeu territorial sur l'alimentation, que les questions de coopération sont extrêmement importantes et que, en général, quand on est justement en train de réfléchir à faire évoluer son offre, on est souvent en train d'essayer d'élargir un peu son offre, et quand on élargit, on rencontre beaucoup d'acteurs nouveaux, et qu'on se rend compte qu'effectivement il est plus intelligent de construire ensemble plutôt que de construire dans son coin. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que la coopération prend du temps, mais que finalement c'est un temps qu'on veut bien investir. Ça devient un investissement immatériel stratégique, et on le fait parce que on pense que pour la passion, parfois, mais on voit aussi que ça peut être extrêmement pertinent pour notamment de la création d'emplois, pour se créer des débouchés là où on avait un horizon qui était peut-être fermé, pour avoir du profit, ça fait du cash, comme dirait Jean-Michel, c'est aussi important, et puis aussi ça a du sens sur des questions par exemple de relocalisation. La coopération amène aussi à essayer de comprendre finement les attentes finalement des autres et leurs contraintes. Et finalement, une fois qu'on s'est penché sur les contraintes de l'autre et qu'on essaie de les prendre en compte dans son propre travail, ça crée un système de confiance extrêmement fort pour construire, pour mettre en œuvre des innovations. Il faut savoir aussi, et on l'a vu là, que finalement, les entreprises sont aussi légitimes pour travailler sur des questions d'enjeux du territoire, mais à condition qu'effectivement, il puisse y avoir des coopérations avec des acteurs publics, et donc qu'on leur permette de pouvoir nouer ces coopérations. Maintenant, ce qui est aussi intéressant d'entendre au travers de ce qui a été dit là, c'est qu'on ne peut pas forcément non plus coopérer avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut, on arrive à bien coopérer avec des acteurs qui portent un projet où il y a un intérêt commun, avec des valeurs communes. Et ça, c'est extrêmement important de l'identifier. Voilà, moi, effectivement, la lecture de ce que j'ai entendu ce soir et ce que j'en retiens, avec effectivement beaucoup de frustration parce qu'on sent qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc beaucoup de choses à creuser encore. Juste pour parler du Club Noé en 2017, notre ambition est évidemment de multiplier les acteurs engagés dans les démarches,
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Petit rappel, nous sommes en campagne d'adhésion. Donc si vous voulez nous aider en vous apportant votre cotisation et votre dynamisme et votre envie, n'hésitez pas. Parlez-en, engagez-vous. Et au sein du Club Noé, nous avons beaucoup de réponses pour ceux qui souhaiteraient engager une dynamique, peu importe la maturité dans laquelle vous êtes actuellement, ou la volonté d'y aller, ou le temps que vous voulez y passer. Il y a beaucoup de solutions pour pouvoir avancer. Voilà. Avant de vous précipiter chez vous pour regarder le débat à la télé, prenez le temps d'échanger autour d'un cocktail, parce que ces temps d'échange sont essentiels pour initier de magnifiques coopérations. Merci beaucoup.